Là, il y a une phrase qu'il faut prononcer, c'est est-ce que le son marche? Et le son marche. Bonsoir, je suis très heureux que vous soyez ici. Mon rôle va être important. Je m'appelle Marc-Antoine Jammet, je suis le président du comité Champs-Élysées. Si vous suivez les feuilletons quotidiens de TF1, de France 2 ou de France 3, Si grand soleil, Plus belle la vie, mon rôle est intermédiaire entre celui qui donne le générique et celui qui rappelle les épisodes précédents. Donc c'est un rôle assez essentiel. Je veux donc dire par là que je dirai les choses qui n'ont pas d'importance pendant que Philippe Chiambaretta dira les choses essentielles. Peut-être que de temps en temps, nous nous remplacerons pour cela. D'abord dire notre reconnaissance à Marc Ladré-Lacharrière, qui nous a donné la possibilité de vous recevoir aujourd'hui dans ce théâtre, qui était autrefois un cirque d'équitation, ce qui, compte tenu du saut d'obstacle qu'a été cette étude, me paraît pas le plus mauvais des endroits, me prosterner absolument, bien évidemment, devant la maire du 8e arrondissement, Jeanne Dautzer, avec laquelle nous partagions un pique-nique, pas plus tard qu'hier matin, puisque nous nous voyons pratiquement tous les dimanches pour pique-niquer sur l'avenue. Jean-Christophe Fromentin, le président du jardin d'acclimatation, se méfierait ou prendrait garde à oublier de lui dire bonjour. Saluer Emmanuel Grégoire, bien évidemment, qui, observateur, spectateur, acteur de cette étude. Il a fait tous les rôles à la fois, critique, inspirateur, correcteur, d'une certaine façon, qu'il n'a pas vu, mais que nous allons lui donner, donne tout son sens à cette réunion, puisque ce que nous allons vous présenter, ce que le comité des Champs-Élysées a fait, ce que Philippe Chiambaretta a coordonné et réalisé, va lui être remis solennellement, gratuitement, spontanément, pour que la ville de Paris en fasse le meilleur usage, l'usage qu'elle décidera, et même un usage tout court, ça serait bien, c'est ce que nous espérons. Et on m'a dit tout à l'heure qu'on avait même une boîte, ce qui pour tout lecteur de Lévi-Strauss et toute bonne connaissance du potluck est absolument nécessaire à un cadeau fait dans la forme. Normalement, tu dois aller chercher un cadeau toi-même dans les coulisses et me le donner, normalement. Enfin, potluck, c'est basé sur l'échange, mais ce ne sera peut-être pas le cas tout à fait. Remercier tous ceux qui sont là, les financeurs de l'étude, les administrateurs du comité, les adhérents, les experts et les partenaires, j'en dirai un mot, publics ou privés, c'est une des caractéristiques de cette étude, les journalistes, ou les habitants d'ailleurs des Champs-Élysées, catégorie assez rare, bien que nous ayons espéré jusqu'au dernier moment qu'un voisin très proche puisse nous rejoindre, mais on me dit qu'il est très pris par le scrutin européen et le dossier calédonien, donc nous ne pourrons pas l'avoir avec nous, ce que je regrette. En tout cas, l'étude que nous allons vous présenter, ou vous représenter sur scène en espérant être de bons comédiens, repose sur un constat et sur une explication. Le constat, vous le connaissez, les Parisiens boudent la plus belle avenue du monde. Dans un sondage qu'on a évoqué, répété, ressassé, il n'y a que 2 Parisiens qui soient perdus sur les Champs-Élysées pour s'y promener sans avoir d'autre but que ceux de flâner sur 100 personnes qui y seraient. La moitié seraient des touristes étrangers. Autant dire qu'il y aurait une désaffection. Je dirais également que pour être aimé, il vaut mieux être aimable, et que le caractère d'amabilité des Champs-Élysées a un peu disparu, et qu'il fallait retrouver les conditions de l'amour et des preuves qu'on peut en donner. C'est un des enjeux de cette étude. L'avenue paraissait également un peu délaissée, un peu oubliée, parfois critiquée ou caricaturée, quand on dit par exemple qu'elle est devenue exclusivement l'avenue du luxe, et donc parler de sa mixité. Il n'y avait peut-être pas aussi suffisamment de réflexion d'ensemble. Le fait que nous ne soyons pas, nous, dans l'action, ou pas obligatoirement, ou dans d'autres métiers dans l'action, mais pas pour cette étude, nous a permis probablement d'y réfléchir en prenant de la hauteur. Et puis l'impression également que l'avenue s'était arrêtée en 1960 et que éternellement les 2 promeneurs qu'on croiserait seraient Jean-Paul Belmondo et Gene Seberg en train de vendre l'International Herald Tribune, ce qui n'est pas tout à fait le cas normalement, on les croise moins ces derniers temps. Donc, un problème enfin, toujours dans ce constat, le fait que les Champs-Élysées ne remplissaient plus leur fonction de cinéma, fonction de showroom automobile, fonction de concentration de la presse, cher Laurent Dassault, et que, évidemment, cela posait un problème. Et de l'autre côté, des chiffres que l'on continue de donner. 1 million de personnes chaque mois devant un pas de porte, entre 150 000 et 250 000 visiteurs quotidiens, 3,5% de taux de vacances, ce qui est ridicule. Donc, la chose la plus importante, c'était ce contraste, ce paradoxe entre une avenue en pleine forme, d'une certaine façon, et une avenue un peu neurasthénique. Donc iconique et unique, ou mélancolique et apathique, il fallait tenir son rang. Et donc le comité Champs-Élysées s'est emparé du sujet au nom de 3 intérêts, parce que je crois qu'il faut être tout à fait clair. Un intérêt individuel, on va parler de chiffre d'affaires, on va parler de clientèle, on va parler probablement de clients. Un intérêt collectif, on va parler d'emploi, on va peut-être même parler d'impôts, et dire que si une avenue va mieux, elle produit à la fois plus de recettes fiscales probablement, et plus d'embauches. Et de l'intérêt général,
parce que ce dont Philippe et moi nous allons tenter de vous parler, il s'agit très probablement du rayonnement de la France, de sa capitale, de Paris, ce qui, à la veille des Jeux Olympiques, n'est pas tout à fait sans intérêt. Et donc, on a eu un certain nombre d'étapes. Je voudrais remercier Jean-Philippe Reinhardt, qui a été le président du comité Champs-Élysées, qui a lancé cette étude. Je voudrais remercier Éric Donnet, je voudrais remercier Éric Costa, Dimitri Bould, qui l'ont suivi. Et ces étapes, vous les connaissez. Il y a d'abord eu en 2018 une discussion, un débat qui a eu lieu au Petit Palais. Puis ensuite une exposition, Marion Valère doit être avec nous, au pavillon de l'Arsenal. Puis une publication d'un livre important. Et enfin une consultation sur nos propositions qui ont vu 100 000 Parisiens, ou à peu près, dire leur accord, grosso modo, avec ce que nous disions. Discussion, réflexion, publication, exposition, il était temps de passer à l'action. Et c'est ce que nous faisons ce soir avec vous. C'est aujourd'hui chose faite, et je voudrais attirer votre attention sur ce que nous allons vous remettre, ce que nous allons vous promettre, ce que nous allons vous présenter. Ce sont deux choses totalement différentes. D'abord, 1800 pages, 420 cartes, qui sont une étude scientifique, technique, sérieuse, fondée, solide. C'est le socle de nos propositions. Et à côté, 150 propositions. Donc à la fois un discours politique, non pas politique, voilà, partisan ou militant, non, de politique de la ville, et en même temps une étude totalement scientifique. On a évité pour ça plusieurs pièges, et c'est simplement, comme je donne le mode d'emploi, des pièges dont je voudrais vous parler. Le premier piège qu'on a évoqué, c'est celle de la monographie. Ne nous parlez pas de voitures, ne nous parlez pas de voirie, l'étude se résume à tout sauf à cela. Donc ce n'est pas une monographie des égouts et des rues de Paris, c'est une étude à 360 degrés, grâce à Philippe, qui embrasse un nombre de sujets beaucoup plus importants que celui-ci. Il y a du sport, de la culture, de la gastronomie, de la sécurité, du tourisme, tout ce que vous voulez. C'est donc quelque chose de beaucoup plus large. Ce n'est pas une étude de caricature. On ne vous proposera à aucun moment l'interdiction ou l'autorisation, mais peut-être avec plus de finesse et de subtilité, la répartition. Par exemple, la répartition sur la chaussée du vélo, du piéton, du camion et de l'auto. Ce n'est pas non plus quelque chose qui se veut radical, mais c'est quelque chose qui se veut réalisable. Enfin, nous ne voulons pas d'illisibilité ou d'artificialité, et donc il y a des grandes discussions, des grandes orientations que cette étude suivra et que vous verrez, la transition écologique, la numérique, la technologique et l'économique. Pour cela, il a fallu que nous nous organisions, que nous nous donnions des moyens. Il y a eu au moins 3 directeurs de cette étude, je crois. Madeleine Mas, que je salue bien évidemment, Joséphine Safford, et Étienne Rio, qui est dans cette scène puissamment mixte, paritaire, où la place des femmes est reconnue à chaque instant, le jeune homme qui est au fond à droite, qui est là. On nous sommes donné les moyens. Premier moyen, le temps. L'étude que nous allons vous montrer, elle a mis 5 ans à être faite, 5 ans à être réalisée. Deuxième moyen, après le temps, l'argent. 5 millions d'euros. 5 millions d'euros financés par 16 financeurs qui sont ici, souvent des foncières, souvent des enseignes, souvent des entreprises de services. Vous en voyez la liste ici. Et très franchement, je les remercie parce que sans eux, cette étude n'aurait pas pu avoir lieu. Le temps, l'argent, les gens. Les gens, 183 experts, époustouflants, MIT, Polytechnique, Harvard, École normale supérieure, très impressionnant, et également 30 bureaux d'études, 15 urbanistes, presque des Nobel, ou en tout cas on attend qu'ils fassent. L'étude étant, bon, c'est Philippe probablement qui sera prix Nobel, mais néanmoins les autres pourront l'être un peu. Du temps, de l'argent, des gens, de l'entre-gens. L'entre-gens, c'est 11 administrations et institutions consultées, concernées, tenues informées, contactées, et qui ne peuvent pas dire qu'elles n'ont pas été tenues au courant. Du temps, de l'argent, des gens, de l'entre-gens et un champ, un périmètre, les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées avec des ajouts. L'avenue Montaigne, Philippe en dira un mot, quelques conséquences sur l'avenue de la Grande Armée, un peu sur l'avenue Winston Churchill aussi, de la Concorde à l'Étoile, donc d'un arc de triomphe à un obélisque, vive Ramsès et le Khedive, mais aussi des regrets. Certains d'entre vous les ont formulés, que les rues de la Boétie, les rues de Berry, les rues de Washington n'aient pas été inclus dedans. Un territoire et des frontières. Et des frontières, je voudrais le dire, parce que nous avons eu, cher Emmanuel, à peu près la même épreuve il y a 1 an ou 2 ans, qui s'est un peu mal passée par certaines répercussions.
Il y a 3 pouvoirs devant lesquels nous sommes bien évidemment totalement à l'écoute. Le pouvoir de la mairie de Paris, qui incarne le suffrage universel, qui dirige la gestion de cette ville, et que bien entendu, il n'est pas question de remplacer. Le pouvoir de la préfecture de police, qui en termes de circulation, d'autorité et d'ordre public, est évidemment à la fois compétent et qualifié, et qu'à aucun moment nous ne penserions remplacer. Le pouvoir du ministère de la Culture, qui est de ne pas ignorer que la DRAC, les ABF, un certain nombre de circonstances qui accompagnent un aménagement, un site ou un permis de construire ne peuvent pas être surmontées. Voilà, ce ne sont pas des adversaires, ce sont des partenaires. On aboutit donc à une étude qui n'est pas universitaire ou hors sol, mais qui est partagée, j'essaye de le dire, de le prouver, qui est démocratique, qui est scientifique et qui est gratuite, qui est dans ces 4 qualificatifs celui qui n'est pas le moins intéressant, dans les 2 sens. Il n'y a pas d'objectif caché, il n'y a pas de but que nous aurions rendu clandestin, et elle ne coûte pas un sou à celui qui s'en emparera. Elle est prête à l'emploi, il suffit d'un nouveau baron Haussmann, et tout ira très vite avec un concours de maîtrise d'œuvre. Entre-temps, cette étude elle a déjà produit des résultats, des avancées, 30 millions d'euros que la ville a dépensés avant les Jeux Olympiques pour refaire une beauté aux Champs-Élysées, les terrasses qui sont probablement une révolution, comme vous n'en avez pas l'idée, et qui se sont installées à la place de celles qui existaient auparavant. Madame la vice-présidente, Madame la coprésidente, la commission Concorde, d'une certaine façon. Je ne sais pas si la France est la fille aînée de l'Église, mais peut-être que la commission Concorde est la fille aînée de l'étude. Peut-être, ou Cadette, ou Benjamin, après tout. La place de l'Étoile qui a déjà changé. Des galeries, je vois Sarah Ben Brahim, et c'est clair que les galeries des Champs-Élysées ont changé, qu'elles se sont modernisées et améliorées. Et de nombreux chantiers privés. Moi, je suis très attaché à 2 numéros qui sont le 103 Champs-Élysées et le 150 Champs-Élysées, qui me reviennent naturellement dans la nuit, et je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que plus d'espace, de pause, de fibres, de bonheur, de beauté, de jeu, de sécurité, de légèreté, de fraîcheur, d'eau, de patrimoine et d'emploi, c'est ce que on va essayer de voir, pour une avenue qui a un slogan. Une avenue parisienne, une avenue populaire et une avenue qui soit proche. Le temps des Champs-Élysées est arrivé, je le crois en tout cas. Vous verrez, et nous allons commencer tout de suite, qu'il y a 4 grands chapitres. Redonner les Champs-Élysées à tous, leur donner une qualité esthétique, les rendre soucieux de l'environnement, leur donner une performance en matière d'innovation. Voilà, c'est en fait pour que la plus belle avenue du monde reste autre chose qu'une belle endormie. Et donc je vous propose, avec Philippe Thiambaretta, que nous passions du repoussoir au laboratoire. Les Champs-Élysées méritent bien cela. Merci. Philippe. Et le Pavlov. Le Pavlov. Merci Marc-Antoine, c'est toujours aussi simple de passer après toi. Alors, c'est moi qui ai le Pavlov, il faut que j'allume. C'est vrai que c'est un moment un peu difficile, un peu émouvant ce soir d'arriver au bout de ces 5 ans de travail. 5 ans qui se sont déroulés en 3 épisodes. Une première réflexion historique, comprendre la vision de cette avenue, comprendre son diagnostic. Je ne vais pas répéter ce que tu as expliqué. Et ensuite, cette grande exposition à l'Arsenal qui a été vraiment un travail assez colossal. Et je vois Alexandre Labasse que je tiens à remercier pour l'aide qu'il nous a apportée dans ce travail à l'époque. Et puis, effectivement, tout ça n'est jamais du projet, je tiens à le préciser. Votre invitation, c'était de réfléchir à cette avenue mythique, à cette avenue exceptionnelle, essayer de la comprendre, mais pas se faire un projet. D'élaborer une vision, et ce que nous avons fait dès le début, c'était de dire peut-être que ces Champs-Élysées, par ce rayonnement international qu'ils représentent, peuvent être l'objet d'une réflexion et d'une méthodologie inédite, c'est-à-dire d'avoir peut-être réinventé une forme d'urbanisme, un urbanisme peut-être plus scientifique, une approche nouvelle qui puisse à la fois répondre à ces enjeux de rendre la ville et ce quartier-là plus désirable, donc le réenchanter. Aussi d'en faire un quartier. Et d'en faire un quartier, oui, d'en faire un quartier, en fait, de le voir comme un ensemble, comme un système, et de le rendre durable également, et inclusif, c'est-à-dire qu'il soit un quartier pour tous et pour toutes, et en particulier, à nouveau, pour les Parisiens. Alors, cette troisième phase que l'on conclut aujourd'hui, comme ça a été dit, en fait, elle fait, dans cette boîte-là, 1800 pages. C'est assez technique, on n'est plus à l'étape d'une vision. Donc en fait, on aura assez peu d'images aujourd'hui parce qu'on n'est pas là pour faire un projet. Les projets, ce sont les maîtres d'œuvre que la ville choisira, qui les réaliseront. Nous, on a impulsé une proposition de vision.
qui se décompose donc entre ces 5 grands secteurs. Il y a la place de la Concorde, le bas des Champs-Élysées, avec notamment aussi l'avenue du Winston Churchill, un petit peu l'avenue Montaigne, le haut des Champs-Élysées, la place de l'Étoile, et puis une réflexion que l'on a menée également sur la Grande Armée, séparément, mais qui se rejoint maintenant avec celle des Champs-Élysées. Je disais, il y aura assez peu d'images parce qu'en fait, on est dans une phase plus austère, plus sérieuse, plus scientifique, plus technique, et qui a pour objectif de démontrer que toutes les propositions que l'on a élaborées sont faisables sur le plan technique et sur le plan administratif également, même si là, on s'arrête à cet endroit-là. Nous avons donc décomposé cette vision autour de 5 objectifs qui ont été élaborés en début de cette 3e phase. Et peut-être que tu veux rappeler ces objectifs, Vous les voyez, redonner les Champs-Élysées à tous, relever les défis environnementaux, retrouver une cohérence esthétique, construire les Champs-Élysées de l'innovation, en faisant en sorte, et Philippe va vous en parler, que dans ces 4 catégories, on ait absolument la totalité des sujets, mais en leur donnant à la fois une cohérence globale, c'est-à-dire ces chapitres sont des chapitres cohérents, et surtout, ce qui me paraît très intéressant, et c'est grâce à Philippe, chacun des chapitres se termine par des propositions qui ne sont que la résultante automatique, presque autoporteuse, des propositions qui sont faites avant. Et les 4 chapitres sont liés les uns aux autres. Comment refaire un quartier culturel si on n'y a pas revu la place de la voiture? Comment prétendre à une autre gouvernance si on n'a pas vu le financement des propositions? Comment financer des propositions si on n'en a pas qui techniquement tiennent debout? Donc le mot que je voudrais vous dire maintenant, c'est le mot cohérence, et je crois qu'il va s'afficher. Le voilà. En effet, la difficulté en urbanisme aujourd'hui sur le fait de penser la ville, on le voit, c'est l'aborder de manière transdisciplinaire et systémique. De voir qu'entre un sujet, un objectif, relever les défis environnementaux par exemple, eh bien, on va avoir besoin de toucher à tout un tas de composantes qui sont elles-mêmes interreliées. Donc c'est un système dynamique, complexe, et notre proposition, c'est que les Champs-Élysées au travail, au-delà de l'étude que l'on va terminer aujourd'hui, puissent devenir vraiment un exemple et une référence internationale comme une avancée dans la connaissance de l'urbanisme. On a fait un exercice qui est un petit peu délicat et je vous demande un peu d'indulgence parce qu'en fait, effectivement, comment passer de cette masse technique un peu austère à un travail que l'on peut partager avec vous. Donc, on a réfléchi avec Marc-Antoine dans l'idée de la traduire dans un programme un peu plus concret avec des propositions. Et ces propositions, au travers de leur déroulé, on va pouvoir découvrir certains éléments de l'étude, mais ce sera très partiel par rapport à la quantité qu'il y a. Je redis que ce n'est pas un programme municipal pour rassurer absolument tout le monde, mais simplement des paniers dans lesquels on a mis des propositions. Non, mais autant le dire, quand Philippe a commencé à dire c'est un programme pour Marc-Antoine et Philippe, j'ai cru un nombre d'inquiétudes ou un nuage d'anxiété qui allait. Des paniers que vous voyez ici, avec parfois d'ailleurs quelques redondances ici ou là, mais on a cherché à les classer dans une sorte de progression en avant. On est comme dans une cuisine, on va soigner la marche en avant. On parlera sur le premier objectif pour redonner les Champs-Élysées à tous de mobilité, de tunnels, d'équipements, de stratégie, d'animation, de programmation, de sécurité. Pour rendre cette avenue capable de relever les défis environnementaux, il sera question de climat, de qualité de l'air, de son, d'empreinte carbone, d'eau, d'arbres, de biodiversité et de technologie. Sur le troisième objectif de cohérence esthétique, parce que c'est un sujet important, question de design immobilier, sur l'éclairage, les installations culturelles, le patrimoine. Et puis enfin, l'innovation a toujours été essentielle sur les Champs-Élysées. Ça fait partie de vraiment de son ADN depuis 2 siècles. C'était l'avenue de l'innovation, l'avenue du progrès. Et je pense que ce n'est plus tout à fait le cas, il faut qu'elle redevienne, donc que ce soit au travers des nouvelles technologies, du numérique, de la logistique et d'une nouvelle forme de gouvernance. Quand on sera très calé, on sera aidé par Étienne Rio, j'ai oublié de le dire, qui nous apportera des équations, des nombres premiers, enfin des choses comme ça. On commence par l'automobile, on commence par la voiture, parce que ce n'est pas que l'automobile et la voiture, mais il y a également l'automobile et la voiture. Et donc, comme vous l'attendez, on commence par ça, mais vous verrez que ce n'est pas que cela. Alors on commence par l'automobile, mais les mobilités au sens large, je pense que c'est important de rappeler que le sujet des mobilités est vraiment au cœur de l'histoire des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est d'abord une avenue de promenade, donc ça a été
l'avenue des piétons, puis des chevaux. On se baladait sur les Champs-Élysées, on allait se promener, on allait flâner. C'était ensuite l'avenue qui a vu l'arrivée de la voiture, tout à fait à la fin du 19e siècle, celle du métro, la première ligne de métro, c'est sur les Champs-Élysées. Et donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution qui s'opère, et c'est vrai que les mobilités doivent être aussi au cœur de notre réflexion sur les champs. Vous le verrez, c'est 10% des propositions. Ce n'est pas toutes les propositions, mais ce n'est pas non plus pas de propositions. Les mobilités, 15 propositions sur 150, 10%, et c'est celle qui commence. Première chose, donc aujourd'hui, on a vu dans les diagnostics l'avenue était très difficile à traverser, bruyante, polluée, un peu stressante. Elle est aujourd'hui 6 voies sur l'avenue. On a conduit des études de trafic qui, à l'échéance 2027-2030, nous ont absolument rassurés sur le fait qu'il était possible de réduire, de passer de 6 voies à 4 voies. En faisant cette réduction, ça va permettre d'avoir un meilleur partage de l'espace public. En premier lieu, d'augmenter la partie piétonne. C'est en agencant les trottoirs de part et d'autre de l'avenue, on va pouvoir gagner 13% d'espace complémentaire pour les piétons. On va on propose d'élargir les traversées et les passages piétons. Et la réduction de la voie automobile permet de réduire de 30 secondes à 20 secondes le temps pour traverser la chaussée. Ce qui veut dire que si on regarde des feux rouges de même temps, on a plus de temps pour traverser l'avenue puisqu'on réduit le temps de passage tout en maintenant la faculté de passage. Et donc, on produit de la sécurité et de la tranquillité. En pouvant, du coup, réduire aussi, supprimer même les terre-pleins centraux qui permettent, du coup, de redonner de l'espace latéralement sur les trottoirs. Voilà une visualisation, encore une fois, à chaque fois que vous verrez une image. Ce n'est pas un projet, j'insiste. C'est essayer de rendre un peu plus palpable, un peu plus compréhensible ce qui sont des diagrammes, sinon. Mais naturellement, c'est une vue d'artiste, ce n'est pas un projet architectural urbanistique. Si tu me permets, Philippe, ce qui est important et qu'il faut comprendre, que cette décision de 4 à 6, elle ne se tient pas seule. À partir du moment où la place de l'Étoile passe de 11 à 7, à partir du moment où tu travailles sur l'avenue de la Grande Armée avec Éric Donnet pour une réflexion qui est un peu identique, à partir du moment où la porte Maillot est refaite, à partir du moment où le maire de Neuilly réfléchit à une autre largeur de circulation sur l'avenue Charles de Gaulle qu'il a magnifiquement transformée, eh bien à ce moment-là, il y a une cohérence et pas de brutalité à proposer cet ajustement du trafic. Il devient cohérent, automatique et presque nécessaire. Donc ne parlons pas de révolution, je ne voudrais pas qu'on nous tombe dessus en disant que... Mais voilà une adaptation extraordinairement intelligente d'un environnement et son adaptation aux Champs-Élysées. C'est une répartition plus harmonieuse des différentes mobilités. Je vais avoir l'occasion de revenir un petit peu dans le détail pour expliciter ce qui se passe dans cette image, mais je voudrais voir que c'est un système, donc ce n'est pas uniquement sur le haut de l'avenue, mais également sur la place de l'Étoile, qui a aujourd'hui 11 voies circulables que l'on propose de réduire à 7, mais c'est déjà d'ailleurs chose faite, puisque la ville de Paris a déjà pris l'initiative d'élargir l'esplanade centrale. Je crois que c'est en aménagement pour les JO et ça permet de tester la faisabilité de cette proposition, donc ce qui permet de donner 42% de surface supplémentaire sur l'esplanade au pied de l'Arc de Triomphe et également une réflexion qu'on a menée sur le fait d'augmenter et d'améliorer la qualité de l'espace piéton autour de l'Arc de Triomphe sur la place de l'Étoile qui est aujourd'hui d'assez moyenne qualité, on va dire. Nous, on pense que c'est parce qu'on vous avait montré notre brouillon que vous l'avez fait. Non, autant le dire. Encore une fois, voici donc une restitution imagée de ce que pourrait devenir la place. Alors après, le traitement de sol, vous voyez, effectivement, aujourd'hui, on a encore la chaussée dans l'anneau supplémentaire. Est-ce que demain, ce sera retraité différemment par un sol? Ça, c'est pas naturellement à nous de le définir. Mais on voit une place de l'Étoile plus verte et plus confortable pour les piétons. Depuis le haut de l'Arc de Triomphe, on voit ici cette réduction de la partie automobile. On voit aussi une idée qui était déjà présente au pavillon de l'Arsenal et lorsqu'on avait fait le constat du danger aujourd'hui que prennent la plupart des touristes à s'installer au milieu du trafic, au pied de l'Arc de Triomphe pour se faire un selfie, eh bien, on propose d'aménager cette esplanade au centre de l'avenue qui permettra dans des conditions beaucoup plus acceptable en termes de sûreté, de répondre à ce comportement. Jamais cet usage ne disparaîtra, donc autant l'aménager. Quoi qu'on fasse, il ne disparaîtra pas. La photo qu'on veut, c'est toujours la photo du centre de l'Arc de Triomphe. Donc profitons-en, faisons-en un atout supplémentaire de l'avenue.
Une idée ici que l'on voit dans cette partie de l'image, qui était une réflexion également présente dans la vision, pourquoi pas créer un podium qui pourrait permettre aux touristes ou aux promeneurs de venir contempler et de s'asseoir face à l'Arc de Triomphe. C'est une idée aussi qu'on a proposée du côté de la Grande Armée, mais qui ici pourrait éventuellement se localiser sur l'entrée piétonne, qui aujourd'hui manque de visibilité, qui est très discrète, et donc dans une réflexion qui est à conduire sur la fusion entre les deux tunnels, l'automobile et le piéton. On en reparlera très rapidement. La place de l'Étoile, la Concorde. Voilà. Alors sur la place de la Concorde, nous avons mené des réflexions de différents scénarios qui seront livrés effectivement à la ville dans cette étude. Et qui ont été posés sur le bureau de Madame Arlot pas plus tard qu'il y a une semaine, et le bureau de Jean-Jacques Ayagon. Ces réflexions, toujours dans la même philosophie, de se dire aujourd'hui l'ensemble, enfin une grande partie de la place, sa périphérie, les anciens fossés. On n'a pas le temps de repasser une histoire, mais cette place a très belle histoire. Les fossés étaient à l'extérieur. Aujourd'hui, ils sont sur 3 côtés utilisés par les voitures, et puis au centre aussi. Donc on a étudié différents scénarios, il y en a peut-être d'autres, mais on a étudié ces 4 principaux, de savoir comment faire évoluer le trafic, avec soit, en gros, c'est simple, soit c'est à l'extérieur de la place sur les anciens fossés, soit c'est au centre. Et donc du coup, l'objectif, c'est d'augmenter la surface que l'on donnerait aux piétons, de réduire le temps de traversée de la Concorde. Vous voyez que dans ces 4 scénarios, le premier, par exemple le 1.1, permettrait d'augmenter de 55% la surface utilisable pour les promeneurs sur la place de la Concorde. Là encore, on a donné à voir dans des perspectives ce que pourrait donner en termes de proportion, en termes de visuel, cette évolution. Là, vous voyez le scénario 1A dans cette image, avec une circulation qui serait limitée à l'ouest de la place, en montant et descendant. Et donc, toute la connexion depuis les Tuileries permettrait d'aller jusqu'au centre de la place, l'obélisque, et les fontaines seraient directement accessibles. Une autre variante, mais on n'a pas fait les 4 images, mais c'est pour montrer qu'en tout cas, on n'a pas de position dogmatique ou je dirais, c'est pas à nous de trancher, c'est on a comparé différents scénarios. Celle-ci, eh bien, la circulation passe par l'extérieur, sur les anciens fossés, et cela avec une proposition qui serait de végétaliser une partie de la place. Un travail que l'on a fait et que l'on donne, c'est un recollement de toutes les infrastructures, de tous les souterrains, de tous les tunnels, de tous les métros et parkings qui sont sous la place. Donc c'est une matière à travailler pour savoir où on peut planter. Et comme il y a une commande de la mairie auprès de la commission Concorde pour faire ce relevé, nous suggérons de dire que ce serait peut-être une économie dans le travail de la ville, et que je remercie encore les financeurs. Je n'ai pas salué assez Méca Brunel, que je vois, et qui est ma Méca Brunel préférée, elle le sait. Voilà. Alors, l'idée aussi, pour rendre cette avenue plus agréable, c'est de bien séparer les différentes mobilités, les différents usagers de l'avenue. On a parlé des voitures, en réduisant à 4 voies. Parlons des vélos. Aujourd'hui, on sait que sur les Champs-Élysées, il y a une toute petite voie assez inconfortable avec des pavés sur lesquels il est très difficile de rouler. Notre proposition serait d'avoir une double piste cyclable unidirectionnelle, c'est-à-dire une qui monte, une qui descend, avec pour pouvoir croiser 2 vélos cargo, même qui soient suffisamment larges. Et ensuite d'avoir une bande servicielle, cette bande servicielle qui va permettre la logistique et le fonctionnement de toute l'avenue, que ce soit pour les livraisons, que ce soit pour les taxis, des postes taxis et stationnement des taxis, mais également pour les quais, pour les bus, puisque ces 2 voies sont des voies mixtes dans lesquelles les transports en commun, les bus roulent avec les voitures sur les voies latérales et déposent sur des quais bien dessinés, sur cette bande servicielle, les passagers. 3 propositions signalétiques très rapides. Une signalisation horizontale au sol qui est assez déficiente. Où suis-je? Est-ce que je suis un vélo, un camion en livraison ou pas? Il faudra en faire une sur un modèle Champs-Élysées. Deuxième chose, il y a un foisonnement de signalétique horizontale qu'il faut probablement rationaliser. Je me rappelle que c'était une proposition d'Emmanuel Grégoire dans quelques petits clips vidéo que j'avais vus. Et puis, il y a cette idée d'une signalisation touristique, culturelle, sportive,
particulière, si possible bilingue, qui créerait des itinéraires qui, pour le moment, n'existent pas avec des choses aussi simples que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une autre proposition juste avant, moi je suis tout à fait, Philippe, vraiment soucieux, à chaque rue que les Champs-Élysées traversent, pratiquer ce qu'on appelle les plateaux, comme on dit déjà, les oreilles de Mickey, c'est-à-dire élargir légèrement les trottoirs, les faire renfler au moment où on va sortir des Champs-Élysées pour rentrer sur une des rues latérales, sortir des rues latérales pour rentrer sur une des rues, et faire des plateaux de telle manière que la prépondérance du piéton par rapport à une avenue aussi importante que celle-ci puisse se faire avoir. Voilà 4 propositions qui viennent de passer en 5 secondes. Et un point également, je pense, qui nous tient à cœur, c'est-à-dire qu'autour, il y a toute la question du contournement de la place de l'Étoile, dans laquelle on voudrait favoriser le fait d'utiliser soit une piste à l'extérieur de la place, et donc en bordure des places, enfin des fossés, et également de mieux utiliser la rue de Tilsit et de Presbourg pour les vélos. Car la traversée, on l'a vu sur l'étude de la Grande Armée, est très difficile aujourd'hui. C'est deux choses qui écartent deux solutions, la rue de Tilsit et la rue de Presbourg, ou le circuit tout autour de la place de l'Étoile. C'est évidemment de laisser les vélos emprunter la place de l'Étoile, un petit peu compliqué, ou de les condamner au passage souterrain, dont, à part Bernard Hinault, personne ne pourrait probablement aborder la descente. Non, pardon, Bernard Hinault et Emmanuel Grégoire, sélectionnés pour les Jeux Olympiques dans la catégorie vélo, et la remontée. Tout le monde n'a pas la prestance, la jeunesse et la musculature du premier adjoint de la ville de Paris. Donc, deux idées que nous écartons, je le répète. La place de l'Étoile, bien évidemment, ce serait courir à la mort, mais également ce souterrain, qui ne nous paraît pas une bonne solution, de traverser une place par un souterrain quand elle est aussi belle. Le vélo, c'est le paysage, c'est l'air frais, c'est le bonheur. Donc les deux propositions qui sont faites, qui en écartent deux autres. Une autre représentation de ce que pourrait donner donc ce partage de l'avenue qu'on reproduirait sur le bas de l'avenue, c'est-à-dire de voir latéralement les piétons, les 4 voies au centre, la bande servicielle et la double piste cyclable. Donc un dispositif qui courrait depuis l'Étoile jusqu'à la place de la Concorde. On va aborder, comme tu le suggérais, 2 sujets particuliers, le tunnel. Le tunnel, avec des idées pour le souterrain autoroutier qui est désaffecté et qui pourrait nous amener, voilà, ce dessin il est assez simple, élargir l'accès du souterrain piéton qui prend devant l'ambassade du Qatar, couvrir complètement l'entrée du souterrain routier qui est particulièrement malvenue. Des cartes, on a parlé de 1800 pages, de 470 cartes. La carte de la circulation piétonne à cause de ce souterrain routier est effroyable. On y met à la fois la sortie du métro, donc on y amène des gens, mais en même temps on y rétrécit la voie. Donc refaire un beau trottoir large, augmenté de 13%, comme l'a dit Philippe. Mais bien évidemment, le souterrain piéton, l'augmenter, et évidemment le signaler, la proposition 17, et puis probablement interdire, parce que toute nouveauté crée son dysfonctionnement. De temps en temps, le nouveau socle, à peine inauguré de la place de l'Étoile, est envahi de véhicules parasites, ce qui n'est probablement pas ce qui était souhaité au départ. Je mets évidemment de côté les véhicules de sentinelle qui sont indispensables et qui, au contraire, ont raison de se garer là. On passe à la suite, peut-être Oui, alors, l'autre tunnel, c'est une idée qu'on avait déjà abordée dès la première phase, et puis lors de l'exposition. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une question, je pense, qui mérite d'être posée. Le tunnel de remontée sur le cours de la Reine, qui coupe complètement aujourd'hui les jardins du bas des Champs-Élysées de la Seine. Cette réflexion, de savoir si on ne peut pas le garder, le couvrir, de sorte qu'on essaie de retrouver la continuité jusqu'au bord de l'eau, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment une césure très très forte. On reparle de la commission Concorde qui nous a ouvert, on s'était interdit d'en parler, Philippe, c'était une de ses propositions, on les avait retirées, mais la commission Concorde arrive et soudainement dit il faut le retour à l'eau. Et bien, le retour à l'eau et la liaison à l'eau, on a remis cette proposition qui était la nôtre, on sait que ce n'est pas la moins chère, mais elle est évidemment importante. Alors, les équipements, pour rendre à nouveau cette avenue attractive, on a identifié qu'il y avait effectivement aujourd'hui, et en particulier sur les jardins, une assez mauvaise qualité sur les kiosques qui sont présents. Et puis également quelques trésors architecturaux, notamment ces 2 vacheries qui sont très très belles, mais très peu
utilisés aujourd'hui. Et donc, dans la continuité de ce que l'on avait proposé lors de l'exposition, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas, à partir de ces 2 vacheries existantes, qui sont repérées en vert sombre sur le plan, avoir une continuité de différentes vacheries de tailles différentes. Enfin, quand je dis vacherie, c'est s'inspirer, peut-être dans une question d'identité esthétique de ces vacheries, n'étant pas de les copier, mais de poursuivre une ligne plus contemporaine de ces kiosques pour rendre cette avenue intéressante. Et ça, c'est la proposition 22. Du coup, la proposition 24 coule de source. C'est veiller dans les concessions, moins de néons, moins de choses moches, des choses plus agréables et plus attractives que celles qui existent pour le moment. Un kiosque multi-usage qui n'est pas tout à fait inintéressant, santé, tourisme, voilà, faire quelques kiosques qui ponctueraient sur l'avenue Basse, là où l'information municipale est un tout petit peu... elle est plus présente sur l'avenue Haute, la ponctuer sur l'avenue Basse. On passe à la suite. Qui serait de poursuivre donc le travail que vous avez... Le travail des contre-terrasses, je remercie tous ceux qui y ont participé. C'est un travail qui... Emmanuel, tu as été le partenaire et je t'en remercie de ce travail. On pourrait le continuer. Elles sont, je rappelle, le même gabarit. Elles permettent à un fauteuil roulant de passer. Elles permettent à une poussette de passer. Elles sont au même endroit. Elles ont le même empattement, le même gabarit. Et donc peut-être en créer quelques-unes qui seraient gratuites pour des expériences de café. Gratuites, je veux dire gratuites dans leurs propos pour une expérience de café en plein air. Les salons végétaux, Philippe. Les salons végétaux, eh bien, voilà, notre proposition serait de dire que pour rendre cette avenue aussi agréable à la promenade, aujourd'hui, c'est très difficile, à part s'asseoir à une terrasse de café, donc de consommer, de trouver un lieu pour se reposer, c'est une personne âgée ou avec des enfants ou des sacs. Donc l'avenue Basse voilà. En avenue Haute, d'une certaine façon, avec la place du végétal et de salons, y compris dans la partie minérale de l'avenue. Et sur la partie haute, donc ce concept de salon végétaux, qui serait à la fois donc un ouvrage qui permettrait de travailler sur la nature du sol, le rendre perméable, d'élargir également les fosses des arbres qui sont aujourd'hui de taille limitée, et même de créer des fosses de Stockholm, c'est-à-dire d'avoir entre les 2 arbres de la pleine terre qui permettrait d'avoir réellement un système racinaire qui leur permettrait de s'épanouir et de jouer de manière assez importante sur l'évapotranspiration, donc le rafraîchissement de l'avenue, donc à la fois température et à la fois confort de s'asseoir. Et en proposition 28, parce que Philippe m'a dit c'est toi qui en parles des sanitaires, je fais une sorte de répartition dans la catégorie, à lui les kiosques, à moi les sanitaires, une évidence, des millions de touristes et des toilettes peu accessibles, qui peuvent être également des nurseries accessibles aux personnes handicapées, etc. Donc dans l'avenue Haute, il y a suffisamment de souterrains, donc dans l'avenue Basse, des choses à faire. Je crois, ça peut paraître bizarre de temps en temps, ce n'est pas la proposition qui est le moins souvent revenue chez les adhérents et chez les personnes qui ont été consultées. Petit sujet, apparemment, grande demande. Sur un petit peu la stratégie, donc de faire quartier. Alors là, il y a un comité culturel, Didier Fusy en fait partie, les musées publics, les musées parisiens en font partie. Faire un quartier des Champs-Élysées, arrêter de parler de l'avenue des Champs-Élysées quand on parle de culture, mais faire quartier. C'est le quartier des Champs-Élysées, et donc réaliser systématiquement une affiche de début de saison à laquelle les musées de la ville de Paris, les musées nationaux, les théâtres, le Lido, les cinémas, pour ceux qui existent encore, car l'avenue est très culturelle. Comment le faire savoir autrement que par une affiche de programmation, comme il pourrait exister dans n'importe quel village. Cette affiche qui serait évidemment adaptée et déclinée à chaque fois par une affiche quartier des Champs-Élysées, une programmation culturelle et artistique d'ensemble pour le quartier des Champs-Élysées. On a des volontaires pour le faire. L'année Shakespeare, l'année rouge, l'année du mouvement, l'année de la commémoration, l'année du 19e siècle, qui se retrouverait dans un programme de cinéma, dans un festival poétique, dans une reprise des musées, au théâtre, absolument partout. Donc créer à ce moment-là une unité et donner l'impression qu'on est quartier. Proposer, il en étant, un système de réservation de billets complet, en disant qu'il y a là la responsabilité du public probablement, et du privé également, qui reprennent dans une application l'ensemble des activités culturelles en programme, en billetterie, en réservation, et puis créer donc cette application culturelle du quartier des Champs-Élysées qui serait complémentaire de ces points physiques où on trouverait l'ensemble. Je vais un soir au Lido, le lendemain au cinéma, le 3e soir au Petit Palais, le 4e, je visite la Fondation Eltani, et puis peut-être, puisqu'on a dit dans la commission Concorde que la séparation par les Tuileries de l'offre culturelle, je pense au jeu de paume, je pense à l'orangerie, n'était pas obligatoirement pertinente, les mettre dedans, sans évidemment aller chercher vers le Louvre, ce qui serait trop. Mais donc, une offre, oui,
Non, Oresco référence. Mais vraiment trouver une offre globale. Et ça, c'est nos propositions culturelles nous paraissent importantes. Mais il y a 4 ans, on avait consulté les directeurs à l'époque de tous ces établissements qui étaient très enthousiastes à l'idée. Bon, malheureusement, ils ont tous changé depuis. Mais Oula, les nouveaux sont là. Hein. C'est ta remarque. Bon. Autre idée, donc, ce tunnel que l'on propose de fusionner entre en tout cas, il y a un projet, vous le savez parfaitement, puisque c'est en réflexion, mais effectivement, dans les outils de programmation, sous la place de l'étoile, qui serait dans ce coup facilement accessible en fusionnant les 2 tunnels. Les 2 tunnels sont apparemment à la même hauteur ou à peu près. Et donc, on couvrirait plusieurs demandes. On couvrirait l'entrée des tunnels autoroutiers, et on donnerait aux monuments historiques et à l'Arc de Triomphe la fameuse salle. Vous voyez le petit tunnel et vous voyez le grand tunnel. Ils sont à peu près au même niveau. Et donc, regardez si cela est possible. Une chose qui nous paraît évidente, c'est de sonoriser l'avenue en permanence, aussi bien pour y créer des ambiances, il ne s'agit pas d'en faire un supermarché ou un mall, mais aussi pour éviter qu'au Tour de France, au défilé du 14 juillet, on retrouve ce qu'on a demandé aux commerçants d'enlever, les câbles électriques qui passaient de poteau en poteau, et qu'on retrouve une certaine beauté. Il faudrait, j'ai cru comprendre qu'il y avait des volontaires, qu'à un moment ou à un autre, ces années, ces applications, ces programmations, ces affiches, elles soient centralisées par un acteur culturel qui prendrait le lead. Maintenant, est-il annuel, biannuel, pluriannuel, je n'en sais rien, mais créer cette petite structure sur ce qui existe déjà, où de manière tournante, un acteur culturel prendrait le lead de ce quartier des Champs-Élysées. On est à la proposition 37. On arrive maintenant aux animations. Alors là, en 4 secondes... Non, ça c'est toi, et c'est pas en 4 secondes. En fait, c'est de trouver aussi une programmation, ces Champs-Élysées sur le bas. Vous vous souvenez, c'était, pour ceux qui avaient l'exposition, ça a été une des vraies découvertes lorsqu'on a utilisé la data pour voir un petit peu la fréquentation de ces jardins. Ces jardins sont complètement vides. C'est spectaculaire. On a même lancé le concept d'hypervide avec Michel Dussault, après l'hyperlieu du haut de l'avenue. Et en fait, ils sont très vides parce qu'ils sont difficiles d'accès, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'une programmation attractive. Alors, d'où l'intérêt de pouvoir traverser facilement la place de la Concorde pour s'y rendre, mais encore faut-il quelque chose à y faire. Donc on avait proposé, et on retrouve ici 4 grandes thématiques. Une première qui est la gastronomie. Donc un certain nombre de ces kiosques qui seraient des sortes d'extensions ou de nouvelles vacheries le long de la promenade sur les champs pourraient être des ambassades des différents restaurants, par exemple, pour servir une cuisine accessible, qui serait de qualité, mais pour tous les Parisiens, et donc ça faisait partie de nos premières idées. De la même manière, voilà ce que pourrait être une vacherie transformée en restaurant avec ses La vacherie terrasses. n'est pas un tour de cochon qu'on fait à un ami ou à un moins bon ami, mais une forme architecturale établie sur le bas de l'avenue des Champs-Élysées. Donc juste, tout le monde ne sait pas obligatoirement ce que c'est une vacherie, et tu passes ton temps à faire une vacherie, et c'est une vacherie, multiplier les vacheries. Voilà, c'est un petit peu inquiétant quand même. T'as raison. Je veux rassurer tout le monde. Ce sont Cette étude est pacifique. C'est tout à fait pacifique, et encore une fois, c'est pas un projet, c'est une illustration de ramener dans la gastronomie comme une des fonctions, une des programmations. Également 2 autres thèmes, celui du sport, et en particulier suite au JO, il serait intéressant que les champs et les jardins puissent proposer différents circuits de course qui peuvent d'ailleurs se poursuivre du côté des Invalides ou sur les Tuileries. Il y a quelques propositions à l'écran de parcours, justement, qu'on trouve dans n'importe quel hôtel et qu'on pourrait trouver dans la plus belle avenue du monde. Ça nous semblerait assez normal, des parcours indiqués de running ou de fitness. Et d'un autre côté, pour les enfants, les visuels qu'on avait retrouvés, les films qu'on avait vus d'époque jusque dans les années 50, c'était des jardins qui étaient très fréquentés par les familles et les enfants. Donc pour avoir un programme, on proposait l'idée que ce soit plutôt de l'ordre du ludique sur le nord de l'avenue et plutôt sur un thème de pédagogie, puisqu'on avait un partenariat, enfin le Palais de la Découverte avait manifesté leur intérêt de travailler sur des jeux qui puissent être pédagogiques. Donc on pourrait avoir un programme pour, entre la culture, la gastronomie, les attractions pour enfants et le sport, un vrai programme à la journée pour venir profiter des jardins des Champs-Élysées. Donc une stratégie culturelle, un quartier des Champs-Élysées, un manager culturel, des
prolongement sportif à destination de l'enfance. On a vu passer très rapidement un marché, Madame la maire, un marché quelque part. On nous a demandé un marché alimentaire dans le périmètre des Champs-Élysées qui serait capable de mixer les touristes et les Parisiens. On dit il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de vie. Un marché, c'est la vie. Et donc, alors on ne sait pas où encore, on ne s'y est pas assez penché, Philippe, mais créer un marché. Et puis là, en 4 secondes, c'est évidemment la commission culturelle du comité Champs-Élysées qui a travaillé. Progression artistique et culturelle, un partie des kiosques, la ville basse et des jardins non occupés par la restauration. Relancer le théâtre de marionnettes, peut-être en coopération avec la ville de Lyon. Proposer des expositions photos régulièrement, non seulement dans le bas de l'avenue, mais pourquoi toujours dans le bas? Pourquoi là aussi ce ne serait pas un lien et qu'elle se poursuivrait maintenant que les trottoirs ont augmenté de 13%? Quand je dis qu'il y a une certaine cohérence dans ce que nous disons, on pourrait faire monter ces expositions photos. Soutenir les festivals de cinéma existants, c'est la demande bien évidemment du Publicis, du Balzac, du Lincoln, qui font un travail remarquable, qui est un travail d'art et d'essai souvent, peut-être la suivante. Disposer le long de l'avenue des panneaux historiques, culturels, architecturaux, décrivant en plusieurs langues, on le dira plusieurs fois. Le multilinguisme des Champs-Élysées est pratiquement inexistant, alors même que c'est l'avenue des 5 continents, avec tout ce qu'il y avait de remarquable. Créer une taille capsule, voilà, c'est peut-être l'idée même de vocation sur les différentes idées qu'on a proposées dans sur une vacherie, la technologie, dans un kiosque, d'avoir peut-être des voyages au travers de procédés immersifs sur l'histoire des Champs-Élysées qui est assez extraordinaire et qui mérite d'être, qui serait une attraction pour les touristes tout à fait, et même les Parisiens, parce que franchement, on ignore ce qu'ont été les Champs-Élysées pour beaucoup. Il faut qu'on soit un peu intelligence artificielle et big data nous aussi. Donc ce time capsule. Là, encore une fois, travailler sur une programmation non seulement des bâtiments eux-mêmes et des programmes dans les musées, mais à l'extérieur, dans l'espace public. Donc ça, ce serait une autre illustration. Didier Fusillé a trouvé qu'entre le Petit Palais et le Grand Palais, la taille de l'avenue Winston Churchill, dans son gabarit et sa longueur, est exactement la même, ou presque. Je pense qu'il dit exactement la même pour qu'on dise la même chose, même si c'est faux, mais il faudra le dire à partir de maintenant, que celle du Samba Drome de Rio de Janeiro, et donc Samba Drome entre le Petit Palais et le Grand Palais, à la condition que ce soit un espace non permanent. Mais ça peut être un espace de spectacle particulièrement intéressant par les deux frontons, Petit Palais et Grand Palais, qui se retrouvent, on n'oublie pas, non permanent. Derrière, il y a le pont Alexandre III et quand même une liaison rive gauche, rive droite. La place de la Concorde, donc si le projet conduit à augmenter considérablement l'espace disponible aux piétons, c'est aussi l'occasion de pouvoir y organiser des événements. Alors là, on l'a juste fait, d'ailleurs en utilisant l'IA, vous voyez, on s'en sert. Donc c'est pas un projet, c'est des idées. Qu'est-ce que serait un marché? Qu'est-ce que serait un concert? Qu'est-ce que serait une projection de film sur la place de la Concorde? En sachant qu'on a un côté radical socialiste, il y a une proposition qui a émergé de la commission Concorde, je l'ai entendu, plus d'événements, plus jamais, rien. Des événements maîtrisés. J'ai entendu plus jamais. Il y a des événements tout le temps, et vous voyez, Madame la Présidente, on arrive entre pas d'événements et des événements tout le temps, à mettre des événements de temps en temps. Hein, voilà, on a 5 ans de travail pour y arriver. Voilà. Mais c'est important qu'il y ait des choses qui se passent sur la place de la Concorde. Elle ne peut pas être rendue aux piétons dans une telle superficie et en même temps être un espace qui soit uniquement patrimonial et mémoriel. Il faut aussi que ce soit un espace vivant. La place de la Concorde fait partie, bien qu'elle ait voulu être attribuée à la rue de Rivoli, ce contre quoi je ne me suis pas élevé trop, Madame la Présidente, mais je vous en fais reproche aujourd'hui. La place de la Concorde appartient bien évidemment, et chacun le sait, aux Champs-Élysées. C'est une réunion d'information, mais également de formation. Une parade, c'est l'idée de Didier Fusillé, qu'il y ait une parade des Champs-Élysées. Si c'est un quartier, il y a une parade. Si c'est une vie, il y a une parade. Si c'est de la culture, il y a des arts de la vie et des arts de la rue. C'est la parade des Champs-Élysées. C'est le festival du quartier des Champs-Élysées. Oula, tu es dur avec moi. C'est raccorder, favoriser des défilés, des démonstrations artistiques de qualité et recréer, pourquoi pas. Peut-être qu'un certain marché de Noël, je me rappelle notamment la brasserie bavaroise à ambiance brésilienne, qui m'avait un peu choqué à titre personnel, qui était bizarre, mais c'est l'ancien marché de Noël qui proposait une brasserie bavaroise à ambiance brésilienne. Là, je propose que la brasserie bavaroise soit à ambiance bavaroise, voilà, et donc recréer un marché de Noël de qualité sur le modèle de Strasbourg. Marcel Campion, c'est pas la peine de m'envoyer un SMS, c'était pas contre vous, je vous assure, et ne me prêtez pas des liaisons inconvenantes avec de nombreux élus de la mairie, ce qui est quand même ce que pensait Marcel. Voilà, allez, on continue, on est à la moitié. Sécurité,
c'est le moment où le préfet de police doit voir un hommage lui être rendu. La sécurité a considérablement augmenté, s'est améliorée de manière remarquable. La liaison avec la préfecture de police est totale. Mais il y a quand même, je pense notamment à la partie droite de l'avenue, quand on monte vers l'Arc de Triomphe, des demandes, des hôtels, des restaurants, augmenter le nombre de patrouilles pédestres, augmenter le nombre de patrouilles équestres, élargir et étendre les expériences d'invitation de policiers européens qui ne se font qu'à partir du moment où il y aurait une compétition sportive ou un festival culturel. Mais comme 51% des visiteurs des Champs-Élysées sont des touristes étrangers, ça pourrait être intéressant. Pardon, excuse-moi, là, je continue, je vais très vite. Il nous semble que 2 dispositifs devraient être pris. Celui des points mobiles, qui est demandé par un grand nombre de touristes. Bien sûr que le commissariat du 8e arrondissement sera plus accessible qu'il ne l'est aujourd'hui par la transformation du Grand Palais et la meilleure visibilité, mais des points mobiles. Favoriser l'accueil de personnes victimes de violences sexuelles ou familiales. Les boîtes de nuit qui sont dans les Champs-Élysées sont assez nombreuses, elles sont compliquées. Et puis renforcer et moderniser très fortement l'équipement vidéovigilance en l'étendant. Vous sentez que je suis le porte-parole de la rue de Berry, de la rue de Washington, de la rue de la Boétie, de toutes les rues qui sont à droite des Champs-Élysées quand on monte, étendre très fortement, bien évidemment, ça. On m'a dit, ça c'est totalement technique, que pour le moment, l'éclairage public altère les performances de la vidéovigilance. Du coup, on est pratique, faire en sorte que ça ne l'altère pas. Coordonner les différents services de sécurité déjà déployés au bas des immeubles. L'avenue des Champs-Élysées ne peut pas être la collection de toutes les sociétés de vigile et de gardiennage privé qui peuvent exister au monde. Donc à un moment, créer une identité de service, créer une charte de service, créer une visibilité de service et faire en sorte que ceux qui viennent pour la première fois sur les Champs-Élysées n'aient pas la surprise de rencontrer diverses personnes qui portent un uniforme sans savoir qui c'est. Et puis on les a mis, c'est déployé, puisque Philippe a refait tous les jardins, il les a réimaginés, revus. Ils sont à nouveau fréquentés et bien déployés, une unité de gardien de square compétente et active sur ce parc. On prend parfois des comparaisons avec le parc Monceau, qui est 3 fois plus grand, 5 fois moins fréquenté. 5 fois moins grand et 3 fois plus fréquenté, justement. Le parc Monceau. Le parc Monceau. Oui. Allez. Également l'idée de peut-être voir comment on peut protéger les enfants dans ces squares qui sont aujourd'hui un peu abandonnés par les familles et retrouver, peut-être réfléchir à des questions de barrières pour les enfants. Il y a aussi le sujet pompiers. Et le kiosque multisecours, le kiosque santé qui manque sur les Champs-Élysées, un point Croix-Rouge sur les Champs-Élysées accessibles. Les pompiers, 2 mesures techniques. On a, j'ai dit, concerté avec de nombreuses administrations, institutions. Celle-ci, c'est 2 mesures pompiers. Les plots anti-béliers et puis favoriser l'accès par ce qu'on est déjà en train de faire avec les terrasses, l'alignement des gabarits, l'alignement et les gabarits des terrasses, des arbres. Les dimensionnements des voies pompiers, effectivement, tout au long de l'avenue. On me fait signe en coulisses qu'il faut qu'on accélère. Oui, je suis assez d'accord. D'accord. Donc, sur le climat. Ça fait partie, naturellement, tout ce qui est, relever les défis environnementaux, la question de la durabilité sur l'avenue est une priorité. Et peut-être pour changer d'interlocuteur, je vais peut-être appeler à ce moment-là Étienne à venir nous parler de ces sujets-là. Tu veux Allez, venez Étienne, la dernière fois que vous avez pris la parole, c'est devant Madame Arlot qui vous avait donné exactement 5 secondes. Alors, elle est là encore. 5 secondes x 4. 5 secondes x 4. 20 secondes. Allez. Alors je vais rééditer ce timing. Rejoignez-nous, Étienne. Ouais. Je vais vous présenter très rapidement les propositions qui permettent de résumer l'ensemble des dispositifs et solutions qu'on a préconisés afin de relever les défis environnementaux sur l'avenue des Champs-Élysées. C'est le gars qui est ingénieur. Hein. D'abord, alors vous savez, en fait, Marc-Antoine, vous dites ingénieur, en fait, je suis juste chercheur. Oui, mais tous les types qui savent calculer, moi, en tout cas, on a rassemblé une recherche assez importante qui permet justement d'essayer de comprendre comment relever ces défis environnementaux. On va vous le traduire en quelques résultats. C'est-à-dire que si on met tout en œuvre, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça permet d'apporter? D'abord, des réductions de température. On indique que l'on peut viser des réductions de température, soit de température moyenne ressentie en juillet, le jour le plus chaud, etc., soit des réductions de température importantes, notamment les températures minimales ressenties. Et c'est le cas notamment sur la Nuve Basse et les jardins, où la mise en œuvre des préconisations permettrait d'abaisser de 7 degrés la température minimale ressentie un jour le plus chaud après 2030. Ces éléments sont très importants parce qu'ils permettent de pouvoir comprendre comment est-ce que l'ensemble des actions qu'on met en œuvre peuvent faire la différence. Il faudrait que ça marche.
Sabotage. D'abord, la réduction de la pollution peut être produite à la fois par une réduction du dioxyde d'azote, mais le dioxyde d'azote va se réduire par l'évolution du parc automobile. En revanche, la réduction des voies sur l'avenue permet de réduire les frottements des pneus et donc la réduction des pollutions aux particules, aux microparticules. Un élément très important, c'est celui de comprendre si l'on peut relever ces défis environnementaux, comment est-ce qu'on peut les objectiver entre les acteurs publics, privés, associatifs qui vont s'en emparer. Nous avons préconisé d'utiliser une méthode très technique, l'analyse de cycle de vie appliquée au quartier. C'est élaboré par les scientifiques français, on peut faire cocorico, depuis plus d'une quinzaine d'années. Nous l'avons testée à l'échelle de l'avenue. Elle nous permet notamment d'objectiver le fait de dire combien de carbone on va produire si on ne fait rien, si personne ne s'entend, si on décide de ne pas ouvrir la question du financement de la réhabilitation de cette avenue. Et si on fait quelque chose, si on met en œuvre tout ce qui est préconisé au niveau technique, c'est moins 33% d'émissions d'équivalent CO2 qui pourraient être engagées. Nous proposons d'utiliser cette méthode, qui est une méthode à livre ouvert, disponible, qui peut être challengée, si vous me permettez cet anglicisme, par les scientifiques, avec les acteurs privés, les acteurs publics et associatifs. Concernant plus en détail, on veut augmenter de 120% la surface des sols qui peuvent recevoir de l'eau de pluie, donc désimperméabiliser. Aujourd'hui, il y a du stabilisé dans les jardins. Si on remplace ce revêtement, on est en capacité de pouvoir augmenter considérablement la résilience et la capacité de l'avenue à pouvoir capter les eaux de pluie. Le verre foncé, c'est ce qu'on propose de rajouter Absolument. Comme surface désimperméabilisée. Absolument. Et vous verrez, elle se concentre notamment sur les mailles aux abords de l'avenue. Les chiffres sont éloquents. Nous pouvons aujourd'hui capter 16% de l'eau de pluie qui tombe sur l'avenue. Le reste va dans les réseaux d'égouts. Si on fait les efforts prescrits dans cette étude, nous pouvons monter jusqu'à 80% demain. Plus d'eau de pluie reçue par les terres, c'est aussi plus de facilité donnée à la biodiversité pour se développer. D'abord les arbres. Alors on a préconisé d'utiliser les fameuses fosses de Stockholm qui ont fait se gosser pas mal dans l'équipe parce que certains parlaient de syndrome de Stockholm. Alors c'est autre chose. Les fosses de Stockholm, ça fait 20 ans que c'est mis en œuvre et expérimenté à Stockholm. Vous connaissez, c'est un élargissement des surfaces souterraines offertes en pleine terre pour les arbres pour qu'ils puissent mieux grandir, développer leurs racines et notamment pouvoir avoir une vie plus durable et plus longue sur l'avenue. Ça permet aussi de pouvoir augmenter la canopée et augmenter l'effet de fraîcheur. Je passe sur le fait qu'on propose de remplacer, de modifier le substrat, c'est-à-dire ce qu'il y a sous le revêtement, 30% de terre, 70% de pierre, parce qu'il faut supporter la circulation importante qu'il y a sur l'avenue. Mais il doit y avoir pas mal de remblais en fait, qui ont été mis également dans le sol et donc remettre une terre qui serait une terre favorable à... Plus adaptée pour le développement racinaire. Concernant la coupe des arbres, on a beaucoup travaillé, on a fait des simulations de vent pour voir comment est-ce que tout ça allait circuler. On préconise de changer la manière dont on coupe les arbres, faire en sorte qu'ils puissent se développer un peu plus, qu'ils puissent faciliter l'ombre et donc le rafraîchissement durant les périodes chaudes qui arrivent, ainsi que la circulation de l'air. Et donc il y a tout un enjeu de modification des techniques. On s'est permis d'aller dans un périmètre qui n'est pas le nôtre, à savoir l'organisation de la ville de Paris, en disant qu'il faut réfléchir ces techniques, mais à la répartition des rôles entre les directions de la voirie et les directions des espaces verts, puisque l'intensification des espaces et de la végétalisation sur l'avenue appelle à une meilleure organisation de sa maintenance. Enfin, sur la biodiversité, au sein des jardins, nous avons travaillé avec les meilleurs paysagistes et avec des scientifiques pour voir où est-ce que l'on peut intensifier les différentes strates, les strates arborées, les strates basses, voir où est-ce que l'on peut ajouter 5000 m² de prairies, 5000 m² de massifs qui permettent d'accueillir différentes espèces et de pouvoir améliorer l'accueil de la biodiversité sur une avenue. On ne parle pas du fait qu'on va devenir un corridor de biodiversité. On reste une avenue très importante dans une ville très dense. Donc le but, c'est de faire le mieux que l'on peut avec l'espace dont on dispose. Enfin, et je terminerai ici sur les plans techniques, on sort des plans techniques et on propose d'adopter, faire de l'adoption environnementale. Et je vous repasse la parole, Marc-Antoine. D'adopter un arbre, ou comme vous le verrez tout à l'heure pour le mobilier, de faire comme un Central Park, de faire adopter un banc, de faire adopter un certain nombre, pour créer tout bêtement des ressources supplémentaires qui seraient réinjectées dans l'avenue au bénéfice de son environnement et de son écologie. Donc, adopter un arbre, adopter un mobilier urbain,
de telle manière qu'on crée des ressources nouvelles, en attachant le nom du bienfaiteur, bien évidemment, à ce qu'il a permis de faire durer. Et on continue un peu plus loin, on a fait les 2/3, on va aller plus vite. La cohérence esthétique, on l'a déjà lancée, Philippe, c'est-à-dire trouver une gamme de mobilier urbain pour la plus belle avenue du monde, faire, et ça on y tient, c'est vraiment une demande totale. Il est anormal que des barrières Vauban restent l'année durant sur la plus belle avenue du monde. Donc de trouver un modèle de barrière, et en même temps c'est absolument indispensable pour la préfecture de police, réfléchir à un modèle clipsable dans la chaussée, c'est-à-dire avec des parcours qui soient déjà connus, qu'on puisse mettre, et un stockage qui pourrait, à la faveur de la rénovation, de la réhabilitation actuelle de l'esplanade des Invalides, trouver leur place, nous paraît absolument indispensable. C'est probablement un des pires embarras qu'on puisse voir. Vous voyez les kiosques, voilà, voilà, la ligne de design Champs-Élysées pour offrir la plus belle gamme de mobilier, faire disparaître. Bon, ça c'est Rabbi Fischler qui l'a déjà créé, et donc je pense qu'on peut continuer à aller plus loin pour voir d'autres propositions. Créer une famille de kiosques multi-usages, on l'a beaucoup dit. Travailler une meilleure cohérence esthétique des terrasses en continuité avec les améliorations, ça c'est iconoclaste, avec les améliorations des contre-terrasses. Je reconnais déjà que nos amis cafetiers, restaurateurs, exploitants ont fait un effort colossal et financé par eux. Rénover les candélabres des Champs-Élysées dont la vétusté est incompatible avec le déploiement des illuminations et un pavoisement régulier. C'est vrai que la ligne nouvelle d'il y a 30 ans ou 40 ans est devenue au bout de 30 ans et 40 ans, un peu comme nous, une ligne un peu plus ancienne et que, contrairement à nous, eux peuvent être rénovés. Étudier un éclairage remarquable. Ça, c'est une chose qui est très importante. On a fait l'éclairage remarquable du Sacré-Cœur, de Montmartre. On a fait l'éclairage remarquable du Louvre. Mais on n'a jamais fait, en 2 temps, avenue basse, avenue haute, c'est l'avenue basse, un éclairage conçu par EDF, conçu par n'importe qui. Dominique Perrault me disait qu'il y travaillait en ce moment même, un éclairage de l'avenue, de l'ensemble de l'avenue, une ambiance lumineuse de l'avenue. Et je trouve que c'est une bonne idée, que je n'avais pas lue ailleurs et pas vue ailleurs. Un éclairage environnemental des jardins, un éclairage institutionnel réparé de l'Arc de Triomphe, puisqu'on sait que sur une partie de l'Arc de Triomphe, il n'y a plus d'éclairage. Et en même temps, je crois que la ville le souhaite, un éclairage artistique. Le tout est de convenir, mais je crois que la ville le sait parfaitement, des heures et des jours plus compliqué que pour un 11 novembre, ce soit l'éclairage artistique qui joue, plus normal que ce soit pour une soirée, et puis modérer la taille et la luminosité des écrans des vitrines. Je ne vais pas me faire que des amis dans ce commerce, et favoriser le retour à l'homogénéité blanche des publicités aux étages des façades qui ne sont pas toujours respectées. C'est souvent revenir à quelque chose qui a déjà été fait. Allons vite vers la 120. Oh, pardon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est une stratégie de classement des lieux, je crois, qui arrive là. Il est clair que c'est l'inquiétude de voir disparaître l'UGC Normandie qui motive cela, et c'est l'exemple du Fouquet se préserver qui invite à proposer cela, c'est la 115. Promouvoir le dialogue entre les acteurs publics et le comité Champs-Élysées relatif au choix des installations artistiques, c'est-à-dire plus peut-être sur les décisions globales de changement de mobilier urbain, d'œuvres d'art, plus de concertation. Et le parrainage, c'était cela justement dont on venait de parler. Les entrées, je les laisse à Philippe. Les entrées, c'était une réflexion de se dire peut-être que ces jardins, si on commence à leur donner une identité un peu spécifique sur le bas des Champs-Élysées, c'est une idée même qu'on avait évoquée sur l'entrée du bois de Boulogne, peut-être symboliquement par des grandes portes marquées ces différents jardins, peut-être donner des noms, l'entrée des ambassadrices, l'entrée Marigny, ça peut être l'objet d'un concours d'architecture de marquer et de donner quelque part une symbolique, une visibilité à la qualité de ces jardins aujourd'hui encore une fois peu fréquentés. Et naturellement de travailler aussi, tout en remettant en valeur la place de la Concorde, la vue sur le patrimoine qui est aujourd'hui invisible, puisqu'on traverse quasiment jamais la place de la Concorde. Ce sera l'occasion de remettre en valeur l'ensemble des monuments qui sont autour du centre de la place. Sur le haut de l'avenue, je reviens sur ce petit point, le fameux podium qui permettrait de mieux mettre en valeur l'Arc de Triomphe. Le fameux terre-plein. Voilà. Alors, on a voulu aussi voir qu'est-ce qui pouvait aujourd'hui être des avancées donc, sur l'objectif 4, le dernier objectif qui est de rendre à nouveau
les Champs-Élysées innovant, en faire un lieu de modernité. Donc on a un petit peu demandé à l'ensemble aussi de nos consultants ou partenaires de venir avec des idées. Et là aussi, il y a un lien à partir du moment où vous l'avez vu dans le chapitre précédent, tous les mobiliers urbains ou un grand nombre d'entre eux sont équipés de capteurs. Il nous semblait normal de pouvoir les disposer en affichage public et en plusieurs langues, de développer des cartes interactives, de pouvoir rendre ces données publiques en open data, interopérables et au service des visiteurs, et bien évidemment de déployer la 5G sur l'ensemble de l'avenue. Ce sont des choses simples, mais des choses pas encore faites, et qui changeraient assez radicalement la vision numérique et digitale qu'on peut avoir de l'avenue, transformer le parcours patrimonial en une exploration augmentée. L'Odyssée des Champs, c'est pas contractuel, on peut trouver mieux, et créer l'application omnicanal Paris-Quartier des Champs, vitrine de la programmation et des services du comité Champs-Élysées, c'est quelque chose qu'on vous proposait. Peut-être sur ces capteurs Oui, toute une question sur l'intégration de capteurs sur... comment rendre il y a tout le sujet de la data qui est intéressant, qu'elle soit partagée, qu'elle puisse être aussi un design inspirant qui permettrait de donner des informations aux promeneurs, de savoir par exemple l'impact actuellement, impact carbone qu'il peut y avoir sur une zone. Un peu d'UV, un peu d'hygrométrie également qui ne serait pas inintéressant. Sur la 132-133, si vous êtes d'accord, un mot, Étienne, peut-être sur ces ambiances particulières qui apportent de l'information, voilà, peut-être. Oui, c'est simplement des principes d'utiliser, grâce aux données, des façons de les présenter aux personnes qui puissent se mettre par l'éclairage, par des dispositifs sur le parcours et l'expérience des visiteurs, les informant sur la vie de cette avenue. Ça peut être une couleur qui indique un état de l'atmosphère, chose comme ça, qui se reprend sur un certain nombre de mobiliers urbains et d'endroits. C'est une façon plus douce et en même temps plus englobante de faire passer des informations qu'un écran sur lequel il y a des informations lettrées et chiffrées. Ah, la logistique, on s'est battu pour ne pas le faire. Donc, c'est 1, 2, 3, c'est toi qui le feras. Voilà. Sur la logistique, je vais passer très vite, mais on ne peut pas ne pas parler de logistique. C'est vrai que pour les urbanistes et les chercheurs, c'est un peu un sujet passion, mais ce n'est pas toujours un sujet passion publiquement. On a travaillé avec Sogaris pour essayer de comprendre comment améliorer le système logistique sur les Champs-Élysées, centraliser les différentes livraisons, assurer leur dispatchage par des modes notamment bas carbone et organiser différemment le système logistique, notamment peut-être par l'arrière des boutiques plutôt, afin de libérer tout un ensemble de livraisons qui ont lieu aujourd'hui sur l'avenue. Là encore, c'est au service des défis environnementaux, ça permet d'économiser plus de 3 millions de kilomètres de véhicules utilitaires par an et d'induire une réduction forte du CO2 émis par l'activité logistique, sans altérer la qualité de service pour les enseignes, pour les utilisateurs finaux de l'avenue. Avec le point fort, l'hôtel logistique sur le port des Champs-Élysées, la bande servicielle, bien évidemment, mais je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, le centre de livraison qui prendrait les marchandises en charge, les regrouperait et qui ensuite permettrait au dernier kilomètre de se faire, les centres de tri qui, du coup, seraient à l'intérieur de ces centres de regroupement du dernier kilomètre. Bien évidemment, le dernier kilomètre, lui, serait fait plutôt, vous le voyez, ainsi, inciter aux livraisons vraiment de nuit, grouper les flux en mutualisant les flottes de véhicules, c'est un travail de conviction à faire, mettre en place la logistique douce. Peut-être un mot, Philippe, sur tout cela. Oui, c'est effectivement la bande servicielle que l'on utilise, les pistes cyclables larges que l'on propose, c'est une façon aussi de favoriser une logistique du dernier kilomètre qui soit optimale. C'est un vrai sujet sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, tous les commerçants et les foncières nous ont sensibilisés à ce sujet de la logistique et du dernier kilomètre. On approuve évidemment la transformation des parkings non utilisés, dans leurs étages bas parfois, en centres logistiques de proximité. On passe à la suite et c'est la fin. Je crois que c'est des propositions de gouvernance, donc c'est moi qui m'y colle. Bien évidemment, une des propositions de cette étude, ça n'aurait pas de sens, c'est de définir rapidement le financement. En sachant que le financement, si on améliore l'attractivité des Champs-Élysées, on va en améliorer la fréquentation. Si on améliore la fréquentation, on va en améliorer probablement le chiffre d'affaires des boutiques, la valeur des immeubles. Si on en alimente la valeur des immeubles et le chiffre d'affaires, peut-être que les recettes fiscales vont augmenter, je le pense en tout cas. Et à ce moment-là, on trouverait une partie des ressources nécessaires pour faire cela. Il nous semble qu'une répartition en 3 tiers, un tiers public, où la ville sera avec tous les autres, un tiers enseigne, un tiers foncière, je te tourne le dos, Emmanuel, ce serait quand même un peu fort de café.
et donc nous ne le souhaitons pas. Transformer le comité Champs-Élysées en alliance Champs-Élysées, ça c'est des voyages d'études. Il y a Édouard Lefebvre que j'ai vu, il est arrivé jusqu'à Times Square, où il a vu que c'est carrément une institution, le comité Times Square, avec une taxe parafiscale, une représentation des élus. Et Édouard Lefebvre a dit il faudrait qu'on fasse la même chose, plus sérieusement, transformer le comité Champs-Élysées en alliance Champs-Élysées, sous forme d'association foncière urbaine serait intéressant. Créer, Roland, un jumeau numérique. On parlait tout à l'heure de numérique, mais créer un jumeau numérique où on retrouverait les adresses, les commandes, les conseils, mais en jumeau numérique, c'est-à-dire on ne va pas créer un avatar des Champs-Élysées, mais le métaverse et le monde parallèle numérique peuvent avoir un intérêt. Les Champs-Élysées sont la fenêtre de la modernité, ils n'ont pas de jumeau numérique. Ils ne sont pas repérables en tant que tels dans le monde du numérique et du digital. Créer une charte de l'environnement du quartier des Champs-Élysées et faire une COP Champs-Élysées. On dit trop souvent des Champs-Élysées qu'ils sont pollués ou pas en bon état. Pourquoi pas faire une COP de quartier? C'est possible et je pense que c'est duplicable à d'autres endroits, voire déjà dupliqué d'ailleurs probablement. On arrive à la fin. C'est les 4 dernières, puisque vous avez vu que nos 150 propositions sont 152, ce qui est une marque de générosité du comité Champs-Élysées. Les 152, c'est poursuivre et créer un guichet municipal unique des services d'entretien de gestion du quartier des Champs-Élysées. C'est une vieille demande que ce qui est remplacer un lampadaire, ce qui est boucher un trou, passe par un service unique qui est une sorte de manager des Champs-Élysées. C'est quelque chose qui est ancien, c'est quelque chose qui est revenu. Je ne dis pas que c'est de moi obligatoirement, mais c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Est-ce que c'est de Richebourg? Est-ce que c'est la DEV? Est-ce que c'est d'autres encore? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir... Voilà, d'un autre côté, c'est extensible à ce moment-là à tous les quartiers de Paris, c'est ça le problème. Inciter au rapprochement des comités des quartiers Champs-Élysées, Montaigne, Saint-Honoré et Georges V, on aurait rajouté Rivoli, ce qui était possible. Poursuivre et rendre cohérent les jumelages de l'avenue. C'est vrai qu'elle est jumelée après tout avec la 5e avenue, avec le Paseo de la Reforma, avec un certain nombre d'autres. Ça pourrait s'instituer. Et on a terminé là-dessus. Je ne sais pas si c'est là-dessus qu'il fallait terminer. Favoriser le multilinguisme de l'avenue, écrit ou oral. Voilà, Jacques Toubon ne va pas être content, mais on l'a mis quand même. Voilà, monsieur le premier adjoint. Merci Philippe, merci Étienne, merci tous ceux qui sont ici et que je salue encore, les bureaux d'études, les experts, les partenaires. Merci à la ville, merci à tous les partenaires institutionnels, merci aux financeurs, bien évidemment. Voici ce travail. On vous en a présenté une version, c'est 150 propositions, qui offrent une vision immédiate et compréhensible. Le travail de Philippe, c'est 1800 pages. 1800 pages qui offrent le mode d'emploi. Chacune des propositions qui est faite a été testée, vérifiée, calculée, évaluée. C'est donc pas, contrairement à d'autres types de propositions comme celle-ci, propositions qu'on jetterait. Non, elles sont dans cette boîte-là. Vous avez la totalité des moyens de le faire. Plus qu'un concours de maîtrise d'œuvre, plus que la volonté de le faire. Et nous avions dit que nous remettrions cela à la municipalité. Je suis très heureux que ce soit toi, Emmanuel, qui puisse recueillir ces 150 propositions. Merci. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de saluer Madame la maire, chère Jeanne, ravie d'être à tes côtés, chers collègues, cher Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly. J'étais à ses côtés à la mairie de Neuilly et puis sur l'avenue juste avant, et je dois dire que beaucoup de ce que j'y ai vu inspire de ce que nous avons fait et de ce que nous souhaitons faire à beaucoup d'autres endroits, en particulier sur cet axe majeur. Je voudrais saluer le secrétariat général de la ville, mon cabinet, qui ont accompagné, j'y reviendrai, ce travail partenarial au long cours avec Jean-Noël Reinhardt, avec Jean-Louis Missica, évidemment, tout cela pour le compte de la maire de Paris. Alexandre Labasse, le directeur d'abord du pavillon de l'Arsenal au début de l'aventure et aujourd'hui comme directeur de la Pure. Et puis, à travers vous, Monsieur le Président, je voudrais saluer l'ensemble des partenaires du Comité des Champs-Élysées, en particulier les financeurs. Parce que le travail que nous présentons aujourd'hui, c'est un nom superfétatoire, mais tu sais combien j'y ai été associé, les équipes de la ville, à la fois évidemment en appui technique sur l'ensemble des éléments dont vous aviez besoin, Philippe et ses équipes, pour faire ce travail. Et nous n'avons pas ménagé nos peines pour vous appuyer parce que nous y avons cru. Nous y avons cru, nous y croyons. Et nous y croyons également pour l'avenir. Merci aux partenaires d'avoir fait ce travail parce qu'il est incontestablement un élément d'accélération et évidemment de profondeur de vue qui est très utile. Il est, je crois que chacun ici, peut-être même ceux qui avaient suivi ce travail de façon moins étroite,
à la découverte de la très grande diversité des sujets qui ont été évoqués. C'est évidemment d'abord la profondeur historique du sujet qui nous engage et qui évidemment impose sur nous une immense responsabilité, je le dis devant la coprésidente de la commission Concorde. C'est un enjeu où, tu l'as dit, on est à la convergence d'abord d'une représentation symbolique de la nation tellement forte que de très nombreuses faits se penchent sur le berceau. Deuxièmement, à une convergence de compétences très importante. La ville de Paris en est le maître d'ouvrage et évidemment assumera ce rôle en tant que tel, mais elle ne le fait pas seule. Elle le fait avec évidemment les services du préfet de police, elle le fait évidemment avec l'ensemble des services de l'État, en particulier des autorités patrimoniales qui auront à se pencher à nos côtés sur ces sujets-là. Et puis, et je veux insister là-dessus, avec l'ensemble des acteurs qui font la vie des Champs-Élysées et que incarne parfaitement ce comité. Et puis, je le dis aussi devant la maire du 8e, c'est aussi tous ceux qui habitent autour, pas loin, il y en a, on souhaiterait qu'il y en ait plus, et peut-être un jour il y en aura-t-il de nouveau, parce que c'est un quartier qui doit retrouver aussi une vie de proximité, et beaucoup des idées vont en ce sens. Quelques éléments. D'abord sur la suite et la méthode. La méthode, elle est claire depuis plusieurs années dans ce travail partenarial, c'est que nous avons fait confiance au comité des Champs-Élysées, évidemment avec notre regard permanent, parfois exigeant, mais la réciproque est vraie, nous permettant aujourd'hui non pas de découvrir ce travail, mais entre guillemets d'approfondir un échange qui a été permanent ces dernières années, autour de plusieurs enjeux dont je veux dire très clairement ici que nous partageons les grandes orientations. C'est d'abord, tu l'as dit avec des mots suffisamment choisis pour que je n'ai pas à les répéter, sur le fait que l'avenue des Champs-Élysées, le quartier des Champs-Élysées, c'est un actif, c'est une valeur sentimentale et patrimoniale tellement forte pour notre ville, pour notre pays, qu'il méritait qu'après quelques dizaines d'années, entre guillemets, à part ce projet important qui avait été mené dans les années 90, méritait qu'aujourd'hui, nous nous repenchions de façon structurante sur son avenir, son destin et la vision que nous entendons porter, si possible, de façon partagée. Adapter cette avenue aux grands enjeux du siècle à venir, c'est celui évidemment du changement climatique et entre guillemets pour ce qui est du quotidien de l'expérience des Champs-Élysées, tout simplement en faire une avenue qui soit agréable de fréquenter. Deuxièmement, en capitalisant sur ce que sont les grandes lignes de force des Champs-Élysées, veiller, y compris pour nous en tant que municipalité, à l'équilibre. Tu le disais en introduction, et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois ces dernières semaines, on m'explique aujourd'hui que le luxe est un problème sur les Champs-Élysées. D'abord, si c'était un problème, il serait très ancien. Et deuxièmement, ce n'est pas un problème. Ce serait un problème si c'était le seul sujet. Or, aujourd'hui, il suffit d'avoir un regard un peu éclairé sur la diversité commerciale de la partie haute des Champs-Élysées pour observer que le luxe, qui est un moteur du savoir-faire français, qui est un moteur de l'attractivité de notre pays et évidemment du lien très singulier qui l'unit à notre ville. Mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est une très grande diversité dans ce qui est, pour moi, reste une référence en matière d'attractivité culturelle. Et je trouve que c'était très fort que vous ayez choisi le Théâtre Marigny pour le dire. C'est un axe, les Champs-Élysées, qui a une résonance culturelle historique dans lequel se trouvent plusieurs des plus grandes institutions culturelles de notre ville et de notre pays. Je n'ai pas l'outrecuidance d'y intégrer le Louvre, mais au moins sur le segment qui nous concerne, Marigny, le Rond-Point, le Théâtre de la Concorde, tout jeune né dans la série, évidemment le Petit et le Grand Palais, et les acteurs privés qui, historiquement, et dans les évolutions, c'est pas moi qui choisis les évolutions des modes de consommation. Et j'ai vu beaucoup de gens verser une larme sur le GC Normandie, et peut-être moi aussi. Enfin, c'est pas moi qui ai choisi les modes de consommation, et ce n'est pas nous qui choisissons cela. Et la mutation des modes de consommation en la matière fait que la même enseigne a ouvert un cinéma augmenté et ultra-moderne à quelques centaines de mètres ailleurs. Et ce n'est pas grave si nous veillons collectivement à un équilibre de programmation. Le fait que les Champs-Élysées restent un lieu dans lequel il y a une multiplicité de programmation, de motifs de destination, est pour moi un atout pour l'avenir et peut-être l'élément de résilience structurelle de son histoire et de son avenir. Il y a plein de secteurs qui sont frappés conjoncturellement par des événements, des crises, des mutations. On sait qu'on résiste mieux si on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et je pense que la force historique des Champs-Élysées restera en ce sens un élément pour l'avenir. La question de la destination Champs-Élysées. Pourquoi les Parisiens ? D'abord,
il y a beaucoup de Parisiens qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter dans les magasins, mais il y a beaucoup de Parisiens. Si on fait le total de fréquentation des établissements culturels, Petit Palais, Grand Palais, Théâtre du Rond-Point, vous connaissez beaucoup de Japonais et d'Anglais qui vont au Théâtre du Rond-Point, pas moi. Moi, je connais beaucoup de Français, de Franciliens, de Parisiens qui vont dans ces lieux de culture. Et donc, c'est vrai qu'on avait cette ambition partagée de voir revenir les Parisiens. Et il y a plusieurs moyens pour cela. Il y a ceux qui sont dans l'obsession de la nature des commerces qui sont exploités. Il y a ceux qui considèrent que les animations intrinsèques et le rapport qu'on tient de grandes propositions en la matière sont un élément aussi de revitalisation des Champs-Élysées, que ce soit évidemment dans ces espèces de moments sacro-saints installés dans la mémoire de notre pays, le défilé du 14 juillet, désormais les festivités de façon un peu pimpée, on va dire, du 31 décembre, et tout ce que le comité, avec l'appui volontariste, j'espère que c'est vu comme tel, de la ville pour les soutenir en matière d'animation de l'avenue, etc. Il y a évidemment de très nombreuses propositions qui sont inspirantes dans ce rapport, et son exhaustivité et sa complexité méritent que j'apporte autant de sérieux à ma réponse. Et donc, évidemment, la maire sera amenée à faire un retour au comité des Champs-Élysées, documenté sur les éléments. Et y compris parce que tu l'as dit, nous devons intégrer dans ce dialogue partenarial la préfecture de police sur tout ce qui va toucher aux circulations et à la protection des intérêts supérieurs des très nombreuses institutions sensibles qui sont nos voisins immédiats lorsque l'on parle ici. Et puis, évidemment, la question de la protection patrimoniale, dans laquelle j'ai vu des idées intéressantes sur le mobilier urbain, quelle est, entre guillemets, la trace. Il y avait une ligne de mobilier urbain qui avait été dessinée spécialement dans les années 90. Est-ce qu'on considère qu'on doit les conserver, les augmenter ? Peut-être je peux partager le sentiment qu'on doit pouvoir les revisiter et les moderniser. La question, évidemment, du renforcement de la partie des espaces verts. Vous le savez que ça a été au cœur de l'investissement que nous avons fait pré-JO, le renforcement des espaces verts sur la partie jardin. Nous souhaitons, et tous les leviers que vous évoquez sont déjà évidemment dans notre esprit, comment on active plus ces espaces et comment dans sa tête on se dit la partie entre Champs-Élysées, Clémenceau et la Concorde, c'est un espace vert et on va y courir au même titre qu'on va au but de Chaumont, au bois de Vincennes, au bois de Boulogne. Je n'oserais le dire parce que les parcours sportifs sont certes très bien pour le running, mais pas très longs, où il faut faire plusieurs boucles. Mais la question du réflexe des familles parisiennes de se dire je vais aller me promener aux Champs-Élysées, que ce soit d'ailleurs dans un rayonnement de proximité au bénéfice du 8e arrondissement de Paris-Centre pour les arrondissements limitrophes, mais également de tous les Parisiens qui voudront y revenir de temps en temps, est évidemment important. La question des enjeux numériques, la couche informationnelle, beaucoup d'idées évidemment très intéressantes sur lesquelles on a nous-mêmes déjà engagé des réflexions. Comment on met en commun, comment on dynamise le service aux visiteurs avec un double angle, l'amélioration de la qualité de service et puis la sobriété environnementale qui doit être l'un des éléments qu'on doit avoir en tête et dont le levier de la transformation numérique est sans doute l'un des outils les plus puissants. Quelles sont les étapes à venir ? D'abord, la prise de connaissance de ce travail très fourni, un retour évidemment auprès du comité des Champs-Élysées, ce qui m'amène à un élément tout à fait central. Vous avez observé que dans la présentation, nous n'avions pas eu d'estimation budgétaire. Et sans doute, on aura travaillé ce point. Et j'ai lu ton édito pendant la réunion. Et évidemment, ça rejoint des réflexions que j'ai, et puis que moi, à titre personnel, je porte et que nous avons mis en œuvre, notamment en nous cassant les dents, mais en finissant par avoir du succès sur une innovation tout à fait majeure, qui est quelque chose que nous avons construit avec le comité du Faubourg Saint-Honoré, qui est en gros la règle partenariale dans un accord gagnant-gagnant entre la puissance publique. Et il est évident que s'agissant d'espace public, d'espace commun, il revient à la puissance publique d'assurer l'initiation, le chiffrage, le financement. Mais ça n'interdit pas d'imaginer des éléments de coopération. D'abord parce que, comme tu l'as dit, dans la transformation et l'amélioration, il y aura de la création de valeur. Et la question, c'est qui est le bénéficiaire résiduel de cette création de valeur ? Évidemment, on peut imaginer les commerces, les foncières. Petite nuance, Monsieur le Président, c'est que la Ville de Paris, elle n'a aucun intéressement à la fiscalité économique. Aucun, zéro.
ce qui n'est pas grave parce qu'on peut travailler pour la France, mais nous n'en avons aucun. À l'exception d'un, les droits de mutation à titre onéreux, encore faut-il que ce soit des transactions en asset management et pas en share deals. Je le dis au passage parce que je surveille ça évidemment de très près. Ce qui veut dire qu'il y a un sujet, oui, peut-être la ville peut à un moment donné en finance locale y retrouver un intérêt, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des absurdités que dénoncent les collectivités locales de façon générale. Il n'existe plus aujourd'hui pour le bloc communal d'intéressement suffisamment significatif au développement, à l'attractivité de son territoire pour justifier les charges afférentes à ce même développement. Mais donc, vous le savez, la maire de Paris, et c'est, je crois, essentiel de le rappeler, la vision que vous avez présentée de ce rapport, il faudra regarder dans le détail, mais pour les grandes lignes essentielles, elle est en parfaite adéquation avec ce que l'exécutif parisien porte. Et d'ailleurs, je le dis avec affection et même bienveillance pour les petits frères et petites sœurs du comité, que sont le comité de la Grande Armée, que sont le comité Rivoli, je vois bientôt le comité Montaigne. Nous avons sans doute le plus beau terrain de démonstration de ce que c'est faire la France, de ce que c'est faire notre pays en matière de chemin pour l'avenir, dans lequel nous construisons un modèle de prospérité soutenable et partagé, dans lequel nous faisons honneur à ce que sont les traditions, les savoir-faire et les grands secteurs dynamiques de notre pays. Nous avons l'ambition, et je la comprends, partagée par le comité, que ce soit le lieu de la fête pour tous, le lieu où chacun doit pouvoir y trouver sa place, pour y faire ses courses, pour y fréquenter un établissement culturel, pour venir plus simplement et sobrement s'y promener et, le cas échéant, y boire une limonade, et que cette vision d'un quartier des Champs-Élysées, qui soit un quartier à la fois accueillant, bienveillant pour le monde entier, s'il peut être à l'occasion un démonstrateur des savoir-faire de notre ville et de notre pays, c'est encore mieux, mais aussi qu'il soit un territoire de bienveillance et d'accueil pour ses riverains, pour ces acteurs de proximité, y compris, je pense, en particulier à tous les salariés qui concourent au bon fonctionnement de tout ce système, et que si on pouvait leur éviter de faire 2h30 de transport par jour pour venir y travailler, je pense que nous aurons, en matière de soutenabilité, de résilience et d'attractivité économique à long terme, résolu une partie du problème de façon significative. Donc je veux vous dire, au nom de la maire de Paris et puis de l'ensemble de l'exécutif, parce que vous savez qu'on est nombreux à suivre vos travaux, vous remercier très chaleureusement pour la qualité du travail qui nous est rendu aujourd'hui, qui va permettre de gagner du temps, qui va permettre de nous challenger collectivement sur chaque thématique qu'on peut, je le disais, en plus avec une forme de bienveillance que nous, politiques, n'avons pas. Si j'avais présenté dans un PowerPoint une image d'intelligence artificielle dans laquelle on voyait depuis la place de la Concorde le pont Alexandre III, j'en aurais entendu parler. Mais c'est tout le charme, évidemment, du travail et du cadre dans lequel il est élaboré. Donc merci à tous. Merci encore une fois aux partenaires financeurs. Vous avez été au rendez-vous. Nous le serons. Et j'espère qu'on pourra encore compter sur vous pour être à nos côtés. Donc merci à tous. Ah bah oui. À un moment, il faut que je te donne, voilà. Il y a ça aussi. Hein. Venez, voilà. Donc, nous avons quelques photographes ici ou là qu'on va regarder. Voilà. Hop. On va même être dans tous les McDonald's. Voilà, tu pars avec. Voilà. Merci à tous, merci Philippe, merci aux équipes. Merci. C'était un très gros travail. Et merci à Jean-François Mangin, merci à Camille Archila, mon cabinet. Vous les connaissez pour la plupart d'entre vous, mais voilà, ils ne ménagent pas leur peine aux côtés du comité des Champs-Élysées, des équipes de Philippe. Quand on a un ennui, on leur téléphone. Pour travailler. Ce qui prouve que vous avez déjà un espèce de responsable de quartier, il s'appelle Jean-François Mangin, au secrétariat général. Il est heureux, quelle promotion! Si on pouvait descendre dans la ligne hiérarchique de façon plus opérationnelle, je pense qu'on y gagnera tous en efficacité. Donc merci à tous. Je me tourne vers Hugues, le romancier, qui... On a un quart d'heure de questions, si vous voulez, pour ne pas... Je ne sais pas quelle heure il est, ma montre s'est arrêtée, mais... Okay. Il ne faut pas que je rate un si grand soleil, c'est 8h45 sur France 2. Donc, nous avons été tellement complets. Vous pouvez adresser toutes les questions que vous voulez à Emmanuel Grégoire.
par mail. Bonsoir, je suis là. Oui. Laetitia Lallemand pour le Télégramme. Moi, j'ai une petite question parce que je crois savoir que ça avait déjà été exposé en 2022. Et je me demande la différence avec le Réenchanté les Champs-Élysées de 2022, ce qui a été présenté ce soir. La différence, elle est totale, c'est les 1800 pages, c'est les 420 cartes. C'est-à-dire que vous aviez des idées qui avaient été brassées, des discussions, des débats qui avaient eu lieu. J'ai cité tout à l'heure Dimitri Boult, Éric Donnet, Éric Costa, Mecca Brunel. Et là, à partir de la commande de 2022, avec un épisode sanitaire qui ne vous a pas totalement échappé, nous avons demandé à Philippe Chiambaretta de passer d'une esquisse, on pourrait presque dire d'un avant-projet à un projet tout court, Philippe. Oui, en fait, encore une fois, on ne fait pas projet au sens où il n'a pas vocation à être réalisé tel quel. Hein. C'est la possibilité d'un projet. Donc, ce que je disais en introduction, était très difficile de présenter des documents qui sont assez techniques, détaillés. Il y a 480 cartes, je crois, qui sont dans le document, des coupes. Enfin, c'est vraiment une étude technique. Donc, on a essayé, avec Marc-Antoine, de trouver un format de présentation qui ramène à la vision, à des grandes idées, à des grandes intentions. Mais naturellement, si vous regardez l'intérieur de cette étude, c'est la faisabilité de ces visions qui s'inspirent de celle de 2022. Vous avez raison. D'accord. Non, parce que je différence, prends le c'est par dossier en exemple cours, donc je ne comprenais pas la différence. La différence sur la place de la Concorde, par exemple, c'est que plutôt que d'avoir une idée sur la place de la Concorde, dans cette boîte, vous avez un recollement complet de tous les réseaux qui rendent l'idée sélectionnée finalement par Philippe opérable et réalisable. C'est-à-dire qu'on est passé de tous les possibles, de toutes les envies, qui a donné lieu d'ailleurs à une exposition et à un livre, à une sélection de propositions définitives qui n'ont pas vocation à être mises en œuvre par nous, mais données à quelqu'un avec le mode d'emploi pour le faire. Donc on est passé vraiment d'une feuille recto-verso, pardon pour le début, c'était pas une feuille recto-verso, à quelque chose de très complet. J'ajoute qu'on y a donné, par rapport peut-être à l'exposition de l'Arsenal et à la publication, un tour 360 degrés peut-être plus numérique par moment, plus technologique et plus économique, alors que la vision de départ, et c'était tant mieux, était urbanistique et écologique essentiellement. Et un cadre conceptuel un peu théorique, et là on a voulu passer à une étude appliquée. Donc on a vraiment du coup des bureaux d'études qui ont étudié toutes ces propositions et les ont quantifiées et chiffrées, puis quand même une idée maîtresse, c'est d'essayer de développer, peut-être c'était une des idées du jumeau numérique même, c'est que peut-être demain on puisse avoir des données sur tous ces facteurs et en suivre l'évolution et mesurer l'impact de nos actions. Je vois une main qui se lève. Pardon. Juste pour terminer, on parlait d'un budget de 24 millions d'euros en 2022. Pardon ? J'ai lu, il y avait un budget de 24 millions d'euros. Il manquait un zéro. Il manquait un zéro à la fin là. Non, mais parce que ça me paraissait extrêmement... Non. D'accord, bon, c'est pas les bons chiffres. Alors le chiffre, donc, qui est un chiffre qui a été prononcé il y a quelque temps, je ne sais pas si quelqu'un peut dire quelque chose, j'avais entendu un chiffre de 250 millions d'euros, qui est plus celui auquel il faut se référer que 24 millions d'euros. La première tranche des travaux de la ville, qui a amené un progrès assez considérable, c'est 30 millions d'euros. Les chiffres, l'argent déboursé par la ville pour une amélioration de la Concorde, c'est une enveloppe de 37 millions d'euros. Et j'ai entendu 36, pardon, un de moins. Et donc vous voyez bien que 36 pour un bout et dans un but urbanistique architectural ne peut pas donner 24 pour la totalité des champs. Mais c'est pour ça que j'étais très étonnée, mais c'est pour ça que je préfère vous poser la question. Excellente question, puisque ça nous a obligés à donner ce chiffre qu'on ne donnait pas. Merci. Madame a une question juste devant. Il y a monsieur d'abord et madame ensuite, si vous voulez. C'était un peu pour rebondir sur les mêmes choses, c'est-à-dire 250 millions, c'est quoi exactement? C'est vos 180 pages? Non. Décidément, on a des problèmes avec les budgets. Si les 1800 pages avaient coûté 250 millions, d'abord, Philippe et moi, nous serions déjà au Galapagos dans une Rolls-Royce. D'accord. Mais je veux dire, si vous mettez en œuvre vos propositions... C'est 250 millions. On manque de chiffres, là, évidemment. Non, on ne manque pas de chiffres. Alors, les propositions sont chiffrées et données. Vous avez 5 millions d'une étude, ce qui est beaucoup, qui produit une demande de 250 millions de financement pour l'ensemble de ce qui a été présenté. Pardon, Philippe ? Oui, non, mais en fait, cette estimation que l'on avait fait lors des phases précédentes était très sommaire, parce qu'en fait, c'était quelque chose sur lequel on n'a naturellement pas une volonté à s'engager. C'est pas notre rôle de faire ce chiffrage précis. Donc là, c'est un petit peu un menu dans lequel il y a tout un ensemble de mesures. Et naturellement, le budget final résultera du scope, de la largeur des travaux qui sont réalisés. Ne le prenez pas comme un chiffre définitif, mais comme un chiffre
une enveloppe qui est donnée, qui est une idée. Je pense que c'est une idée de grandeur, mais très probablement, si le jumeau numérique était totalement développé, ça peut coûter un certain prix. Enfin voilà, c'est 250 millions, c'est l'ordre de grandeur de la réalisation de l'essentiel du programme. Et combien de partenaires ont financé l'étude ? 16 qui sont... peut-être peut-on les repasser. Je ne sais pas si on peut revenir. Voilà. Peut-être vous avez. Bon, enfin, ils sont passés tout à l'heure. Oui, je ne sais pas si vous pouvez. Hello Hugues, vous qui êtes Hugues, si tu es là, frappe 3 coups. Non, bon. Écoutez, on va essayer de les repasser. J'ai peur de faire repasser toutes les slides. Oui, voilà, c'est ça. Les 92. Il faudrait que ce soit peut-être en registre. On vous donnera la liste, madame. Monsieur. Oui, bonsoir, Simon Boutini, la correspondance de l'enseigne. Ma question s'adresse aussi bien au président du comité des Champs-Élysées qu'au premier adjoint à l'urbanisme. Le commerce est assez absent de l'étude, ou alors il est présent, mais plutôt en creux. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du commerce sur l'avenue savent qu'elle est assez tumultueuse, entre l'installation du H&M dessiné par Jean Nouvel jusqu'à plus récemment la réattribution de la destination de l'immeuble Citroën. Je voulais savoir s'il était prévu de fluidifier un petit peu l'installation ou le départ des commerçants. Dans quelle mesure c'est un volet que vous allez prendre en compte sur le projet général de rénovation des Champs-Élysées? Je vous remercie. Il y a quand même un parallèle déontologique et éthique entre ce que propose la mairie, c'est-à-dire de confier à des acteurs privés de réfléchir à une modification publique, et nous, de notre côté, qui étant acteurs privés, aurions eu du mal à injecter dans un rapport comme celui-ci ce que nous souhaitons. On a parlé tout à l'heure de foncières. Je voyais mal des foncières indiquer un certain nombre de règles du jeu, de droits de mutation, d'achat, et mal les commerces qui nous ont financés indiquer ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. J'ajoute que également, vous avez pu le remarquer, les commerces ou les sociétés de services ou les foncières qui nous ont financés sont plutôt grandes. L'avenue est une diversité de commerces, petits, moyens et grands. Je pense qu'on s'est retiré de cette vision pour ne pas amener polémique. On est resté sur les champs qu'on nous avait fixés. Vous avez raison, il n'y est pas, mais c'est volontairement. On n'a pas dit il faut 3 boulangeries, 2 boucheries, la poste. On n'a pas fait ça. Écoutez, réponse un petit peu en lien. Vous connaissez les limites du droit de l'urbanisme en matière de régulation d'un secteur qui est d'abord régulé par l'offre et la demande et les preneurs de bail. Moi, peut-être quelques observations. C'est que quand nous avons des éléments de protection ou d'intérêt à vocation commerciale, nous utilisons les leviers à notre disposition. Et en l'occurrence, quand ce devra être le cas, c'est le plan local d'urbanisme bioclimatique, puisqu'on l'appelle comme ça, sur lequel nous pouvons porter des prescriptions localisées à vocation commerciale. Encore une fois, moi, je ne veux pas tomber dans ce discours un peu populiste sur le choix d'opportunité d'une enseigne de fermer ou pas. Vous le savez, les Champs-Élysées sont à la fois une vitrine exceptionnelle, mais dans laquelle les modèles économiques méritent d'être confirmés, parce que, évidemment, c'est un investissement très important. Et je comprends parfois la logique de marque qui se crée un flagship et qui, à un moment donné, font un choix différent pour des raisons stratégiques. Et évidemment, dans le lien très singulier et très secret qui est celui d'un propriétaire d'immeuble avec un preneur d'un bail. Ce que nous, en tout cas, ce à quoi on veut veiller comme puissance publique, d'abord, c'est à éviter une dérive en monoactivité, dont le risque, on le sait, c'est que sous un phénomène de crise contracyclique, eh bien, vous avez un segment entier qui se retrouve en difficulté, et plus la diversité est forte, plus vous limitez entre guillemets les risques de choc, et vous avez une résilience du coup beaucoup plus favorable. Deuxièmement, c'est que si on veut y faire venir des clients de tout type, des citoyens de tout type, il faut que nous puissions veiller à une offre diversifiée permettant de répondre aux besoins de ces visiteurs, et que ce soit évidemment pour acheter des biens et services très chers, mais pour acheter y compris une simple bouteille d'eau, il faut qu'elle puisse être abordable. Et je crois que les Champs-Élysées respectent cet objectif. Il y a sur les Champs-Élysées des types de consommation, je pense en particulier à la restauration, qui sont à destination de tout le monde. Et c'est une force, je pense, de l'avenue sur laquelle nous devons veiller, collectivement. Et enfin, parce que je sais que le débat sur les commerces des Champs-Élysées embolise beaucoup
l'exposition médiatique du sujet, mais je veux redire à quel point ce n'est que l'un des éléments qui font la cohérence et l'attractivité et le rayonnement des Champs-Élysées. Il y a le commerce, évidemment, mais il y a les destinations culturelles, il y a la qualité de l'espace public, il y a les mobilités, il y a les événements qu'on y organise, etc. Et que c'est ce cocktail et dans sa très grande diversité qu'il fera l'alchimie à long terme des Champs-Élysées. Donc nous suivrons ça de façon vigilante, mais en étant respectueux du rôle de chacun, et le nôtre n'est pas de choisir les clients des foncières à leur place. Voilà, pour le dire très simplement et très honnêtement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Madame, au milieu. Oui, au fond, pardon, en face de vous. Bonsoir, Marius Mati pour AEF Info sur la partie étude de circulation à propos du passage de 6 à 4 voies. Vous mentionniez des résultats encourageants. Est-ce qu'ils sont évoqués dans l'étude qui est devant vous? Sinon, où sont-ils? Non, voilà, tout à fait. Ils sont intégrés dans l'étude. Est-ce qu'on a quelque chose? Les études de trafic que nous avons conduites font partie, bien sûr, de ces 1800 pages. Et nous ont permis en se plaçant dans des scénarios de 2027 qui prennent en compte tous les autres travaux qui doivent être réalisés dans Paris, des évolutions programmées, de mesurer l'impact de cette évolution sur le trafic et s'assurer que ça ne produit pas d'embolie dans le quartier. Donc elles font partie, ces simulations, de l'étude que nous remettons à la ville. La diminution de 1 à 7 degrés des températures les plus chaudes constatées, la diminution de 20% des particules fines est un calcul fait à partir des hypothèses. Vous avez un premier chapitre où on parle beaucoup des mobilités, vous arrivez à un troisième chapitre, où on parle de l'environnement. Les 5 premières propositions visées A, B, C, B, C, B, C sont les résultantes calculées qui sont dans cette étude de l'ensemble des autres propositions qui précédaient. Donc elles sont non seulement présentes, mais calculées et cohérentes en fonction des objectifs de réduction de la circulation automobile. Vous avez également les objectifs de moindre pollution. Je ne sais pas, Étienne, peut-être. Oui, c'est juste pour dire que PCA Stream, c'est une agence d'architecture et d'urbanisme, donc on s'est allié à Artelia, qui a produit tous les calculs, les modélisations. On a beaucoup travaillé avec eux pour mettre au point ces modélisations de façon précise, objective et qui puissent être utiles. Un tout petit mot pour dire qu'évidemment, ces propositions suscitent chez nous beaucoup d'enthousiasme, mais que nous aurons besoin de nourrir un dialogue riche avec la préfecture de police avant de nous exprimer et d'arbitrer définitivement. Donc voilà, il y a des gens suffisamment courageux pour prendre les devants, c'est très bien. Et on approfondira tout ça en temps utile. Je crois qu'il y a une phrase dans la préface ou dans l'éditorial, quand tu voudras, qui dit exactement ce que tu viens de dire sur la décision en dernier ressort de la préfecture de police sur les objectifs de circulation et d'ordre public qui lui appartiennent, bien évidemment. Et sur le troisième volet consacré justement à l'écologie, il est fait mention au moment de plus 120% de surface perméable. En termes de surface de pleine terre, est-ce que vous avez un chiffre à donner ce soir? Et deuxième question, est-ce que vous avez pensé à la rénovation énergétique des bâtiments de l'avenue des Champs-Élysées? Et troisième question pour vous, monsieur Grégoire, et elle sera courte. Vous avez évoqué un retour de Madame la maire vis-à-vis du comité des Champs-Élysées sur cette étude. Est-ce que vous avez un délai à indiquer? La maire, je vais faire des propositions. D'abord, on a besoin un petit peu de temps pour évidemment s'approprier tout ce travail, mais je pense que le dialogue de sincérité qu'on a et le travail qu'on a ensemble peut justifier que nous ne traînions pas collectivement, parce que voilà, il y a plein d'enjeux. Il y a évidemment le travail mené par la commission Concorde, donc c'est évidemment très important. Je vous laisse répondre aux autres questions et je reviendrai sur le sujet. Un peu de pleine terre. Alors beaucoup de pleine terre et de surface perméable. 120%, effectivement, c'est plus qu'un doublement de ces surfaces. Je vois mes collègues, et je tiens à les saluer, qui ont travaillé sur le sujet, qui pourraient me mimer le chiffre, parce que j'hésite entre 120 et 170, mais je ne vais pas le dire. Donc oui, on peut vous communiquer le chiffre précis, on l'a, mais je ne l'ai pas en tête. Est-ce que quelqu'un peut se lever le donner? Non. Juste une chose, il ne vous a pas échappé pour le délai dans lequel la maire va répondre, que nous avons fait exprès d'organiser cette soirée après que les terrasses aient toutes été produites, avant que les Jeux Olympiques ne commencent, et en parallèle
à la commission Concorde. Donc à un moment, nous aussi, on s'est retrouvés dans des délais où on aurait pu donner, pour faciliter le travail de la maire et des équipes, et de Jean-François Mangin notamment, on aurait pu donner le rapport avant. On a souhaité pas le donner avant la commission Concorde, ça aurait été désagréable. Pas le donner après, parce que là, à quoi on servait. Et les Jeux Olympiques étaient pour nous une sorte de deadline. Donc peut-être qu'aussi, nous, on n'a pas été des grands favorisateurs. On n'a pas favorisé les calendriers, notamment les calendriers municipaux. Donc voilà, donc nous aussi, on s'est intercalé au moment où ça nous paraissait le dernier moment où on pouvait parler. D'accord. Et pourquoi ne pas avoir évoqué l'efficacité énergétique des bâtiments ? Elle n'est pas dans le périmètre de notre étude. En revanche, dans les recherches qu'on a conduites avec l'université de Harvard, on a pris en compte notamment ce qu'on appelle un calcul de métabolisme urbain. Et les chercheurs de Harvard, c'est la première chose qu'ils nous disaient, il faut vous intéresser aux immeubles. Donc c'est bien tout l'enjeu. Pourquoi vous l'avez pas fait alors ? Parce que c'est pas dans notre périmètre d'étude et que sur le périmètre d'étude, il faut comprendre que c'est une très grande complexité et que dans le temps qui nous était imparti, on n'avait pas à intervenir sur le foncier des propriétaires. Pour autant, ça ne s'exclut pas. Et vous avez bien vu que c'est en règle générale une question posée par la puissance publique locale, la ville de Paris, à propos d'espace public, d'équipement public et de fonctionnement public. C'est l'essentiel de ce rapport. C'est bien là la force de la ville et son courage, ou le défi qui était donné également à nous pour ne pas ne répondre aux ambitions qui étaient là. C'est qu'il s'agissait véritablement de jeter un œil privé, quand même, disons-le, sur un fonctionnement public. C'était ça les clés. Et comme je l'ai dit à notre ami de l'enseigne, le but n'était pas de poser un jugement privé sur un certain nombre de mécanismes privés. Ça, et puis, vous donnez une indication, parce que la question que vous posez est fondamentale, mais clairement pas dans le périmètre de l'étude, qui s'occupe des espaces publics. Depuis 2020, depuis le début de la mandature, nous avons instruit, Camille, sous ton autorité, 45 permis de construire entre Champs-Élysées-Clémenceau et la place de l'Étoile. Il y a un dynamisme exceptionnel, une émulation partagée exceptionnelle. Je pense qu'en 10 ans, l'intégralité des bâtiments des Champs-Élysées vont être profondément rénovés. Et je le dis dans une vision, il m'arrive d'entendre quelques critiques à l'endroit de mes positions en matière d'urbanisme et notamment sur la diversité fonctionnelle. Mais beaucoup des projets qui nous sont proposés respectent ces ambitions. Une ambition rénovation thermique, une ambition de préservation et de protection patrimoniale, une ambition de diversification fonctionnelle des bâtiments. Et je considère que chacun doit être dans son rôle et que nous ne défendons pas par définition les mêmes intérêts. Et le mien est de défendre l'intérêt général, et je le dis sans jugement de valeur, mais le dynamisme des foncières. Et c'est pour ça que nous avons une responsabilité collective et que le travail du comité des Champs-Élysées s'est si bien engagé. C'est parce que, en même temps que les immeubles sont refaits, eh bien, nous devons aller plus vite, plus loin dans la rénovation des Champs-Élysées. Et puis, si nous n'y arrivons pas aux Champs-Élysées, que puis-je dire des quelques dizaines d'autres bâtiments qu'il va falloir rénover dans les 25 ans ou 30 ans qui viennent à Paris. Donc c'est un modèle, c'est un démonstrateur, c'est possible, ça tient la route économiquement. Alors je sais l'équation économique très particulière qui est celle des Champs-Élysées, on ne peut pas le généraliser, mais c'est incontestablement un modèle d'inspiration et un démonstrateur de preuve de concept que c'est possible de le faire en cœur de ville et dans des secteurs aussi patrimoniaux et aussi sensibles de Paris. Il y a 4 grands ensembles urbains qui sont en ce moment font l'objet de permis de construire ou de chantier, qui doivent être le 103, le 150, le 62 et le Plot qui appartient à la Caisse des dépôts, autrefois était l'Aéroflotte. Il est clair que ces ensembles immobiliers, en fonction du PLU bioclimatique de la ville, vont connaître une amélioration énergétique, une amélioration de la qualité environnementale qui est considérable. Mais une fois encore, quand on cite les propriétaires ou les utilisateurs qui sont mêlés au chantier, on est là dans une équation un tout petit peu particulière quand on a la possibilité aux moyens qui sont développés. Et puis tous ceux qui ne l'ont pas encore engagé sont dans les starting blocks pour y réfléchir, pour dialoguer avec nous. Je parlais là des gros ensembles qui... donc ça se fait. Bonsoir, Paul Abran du Parisien. Simplement, j'ai vu à travers les slides qui ont été présentés dans toutes les propositions, quelques-unes qui étaient dédiées à la sécurité sur les Champs-Élysées. Je voulais savoir aujourd'hui, en mi-2024, quel est l'état justement de la sécurité sur les champs qui mène notamment à ces quelques propositions. J'ai vu renfort des patrouilles, un point mobile de recueil des plaintes. Je voulais savoir... Qu'est-ce qu'on pouvait dire de l'état actuel des choses qui mène aussi à ces recommandations? Merci. Alors, le constat, c'est celui d'une qualité de dialogue absolument exceptionnelle avec la préfecture de police
qu'il s'agit du préfet de police, Laurent Nunez lui-même, ou de ses collaborateurs. Je pense notamment à Élise Lavielle, qui est en charge du rapport et de la relation avec les acteurs économiques. Donc il y a une qualité très grande. Il y a une amélioration réelle qui avait été vue dans un certain nombre, par un certain nombre d'indices sur les atteintes aux biens et aux personnes, chiffrées. Là aussi, on a un bureau d'études dont le nom m'échappe, Chronos, et qui a chiffré, établi. Il y a eu un bilan, vous vous rappelez peut-être qu'on avait réuni absolument tout le monde, non pas un théâtre, mais dans un cinéma qui était le Publicis Champs-Élysées, où là, je me rappelle notamment qu'entre les services de la préfecture de police et Chronos, il y avait eu un échange et un dialogue. Maintenant, il se trouve que cambriolage, Harry Winston, situation difficile rue de Berry devant les hôtels Lancastre et l'autre qui m'échappe totalement. Là aussi, c'est comme le chiffre de pleine terre, personne ne m'aide. Warwick, pardon, voilà, ça y est, j'y suis arrivé tout seul. Bon, il y a un besoin de plus de personnes. Mais vous aurez vu que la plupart des propositions qui sont faites en termes de sécurité, c'est pour que des étrangers aient un service qui leur soit donné dans leur propre langue, faire venir des policiers étrangers, pour, comme ça se passe dans beaucoup d'endroits, qu'un service de prise de plainte ou de main courante soit plus proche, les postes mobiles, parce qu'il faut considérer que les violences familiales, intrafamiliales, dans le cadre de voyages ont lieu, ou que les violences dans le cadre d'animation du type boîte de nuit ont lieu également. La plupart des demandes que l'on voit sont des demandes d'amélioration qualitative ou de pluralité de services, et pas des demandes pressantes d'amélioration quantitative de la qualité de service de les préfets de police. Une fois encore, des indices montrent qu'un certain nombre d'atteintes aux biens aux personnes sont en nette diminution. Les efforts qui ont été faits avant les Jeux Olympiques sont considérables. Le dialogue avec Laurent Nunez est exceptionnel, et son équipe est vraiment... voilà, j'en veux pour preuve cette chose qui a été faite qui avait été faite il y a quelques années, alors qu'un certain mouvement se déclenchait sur les Champs-Élysées. Le préfet de police maintient chaque vendredi cette réunion de présentation de ce que vont être les problèmes de circulation et d'ordre public sur la capitale à destination des acteurs économiques et collectifs, qui est assez exceptionnel. Donc, voilà, ce n'est pas une critique, c'est des propositions d'amélioration. Et une fois encore, elles sont souvent qualitatives davantage que quantitatives. Et je veux souligner ce travail-là, évidemment, la police municipale sous l'autorité de la maire d'arrondissement en appui de la police nationale, notamment pour les petites incivilités qui sont très pénibles. Il y a eu pendant longtemps ces rodéos de trottinettes, et heureusement tout ça est fini. Peut-être un sujet sur lequel Marc-Antoine Jamet qu'il a évoqué et qui nous tient à cœur, je le dis, qui relève moins de la préfecture de police que du commandement militaire de l'Élysée. Mais vous avez tous vu ces barrières Vauban, héritage malheureux de la période des Gilets jaunes en protection, sur lequel nous souhaitons avoir un dialogue avec l'Élysée, les services de sécurité de l'Élysée, pour se débarrasser de ces objets très disgracieux dans l'espace public. Et vous le savez, il y en a des milliers entre Concorde et beaucoup plus haut que Champs-Élysées, Clémenceau. Il faut qu'on trouve une solution plus pérenne, plus esthétique, et tout est évidemment en répondant aux prescriptions de sécurité du commandement militaire. Et à la ligne Champs-Élysées, on est très fiers que toutes les manifestations soient encadrées par des barrières nouvellement Vauban, clipsables, Champs-Élysées. C'est pas une publicité que tu veux, dont je plaisante. La formation parc à moutons. Mais en tout cas, clipsable, plus esthétique et stockable, c'est une nécessité absolue. Parce qu'il y a aussi le travail, c'est un travail considérable pour les services de préfecture de police de ramasser des barrières Vauban. Donc il faut, d'une manière ou d'une autre, qu'on trouve en matière de métal, de dessin, de clipsable, quelque chose de plus valable. Ça, c'est très important. Merci. Il va y avoir un micro tendu pour les journalistes à la sortie dans le hall, et pour les invités, il y a un rafraîchissement par cette porte-là. Ne buvez pas le micro, Merci il ne faut beaucoup. pas confondre.